Je vous remercie, on vous remercie déjà de participer à cet atelier. Donc, vous l'avez compris, on va à la fois parler d'un projet d'enquête de LG Addiction sur la médecine en XAPA. On va vous expliquer quoi ça consiste. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça va démarrer à partir de novembre, dans les mois qui viennent. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez y participer dans votre structure. Et puis, on va parler évidemment de la médecine de ville aussi. Donc, c'est Laurent qui a prévu une présentation sur ce sujet. Et on fera comme ça après la discussion entre nous, en faisant le lien entre les deux, entre ce qui se passe dans les XAPA, au niveau de la médecine, et puis la médecine générale de ville, telle qu'elle est aujourd'hui, et puis en essayant d'anticiper la suite. Alors, on vous propose de commencer. Alors, je commence pour l'enquête en XAPA. On va le faire en fait à deux voix avec Françoise. J'ai présenté le déroulement de l'enquête, et puis Françoise présentera en fait une déclinaison en région de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une interne de médecine générale qui a fait sa thèse sur le sujet, et qui a mené en fait une enquête analogue. On voit déjà une illustration concrète. Alors, j'ouvre. C'est bon, voilà. Donc, c'est un projet, comme je vous disais, qui est porté par le groupe LG Addiction, qui constitue en fait le pôle médecine générale de la Fédération Addiction. On a voulu que la voix de la médecine générale puisse être entendue au sein des instances. Et Françoise et moi, on est au conseil d'administration de la Fédération Addiction. Donc on peut comme ça porter la voix des généralistes. Françoise est à Pau, moi je suis à Paris, donc on peut porter la voix à la fois des généralistes de province et de Paris. Et donc c'est un projet qui a reçu l'aval, qu'on a discuté en conseil d'administration et qui a reçu l'aval de la Fédération Addiction. Alors, en fait, si on s'attache quand même à l'idée, c'est de pouvoir parler en fait de ce qui se fait au niveau médecine en XAPA, essayer de caractériser ce qui se passe, donc surtout en termes de soins primaires, parce qu'on reste dans le soin primaire, avec une approche pragmatique, mais également une prise en compte des problématiques sociales et psychologiques, puisque le médecin qui travaille en XAPA, il a forcément une fibre sociale, puisqu'il rencontre plein d'usagers qui ont des problèmes de précarité, de logement, de papier, de revenus, etc. Une approche de proximité, parce que dans les XAPA, on a quand même surtout, moi je travaille dans le 13e, on a majoritairement des usagers du 13e qui viennent, donc il y a un ancrage de proximité, et puis un suivi au long cours, puisque de fait, quand on commence à suivre un patient, c'est pour une durée indéterminée, et on a comme ça effectivement des créneaux horaires qui sont bloqués, et puis un agenda qui se trouve vite saturé parce qu'on suit les patients sur plusieurs années. Alors, l'autre chose importante qu'on mettra en évidence dans l'enquête, c'est que c'est quand même très variable d'un XAPA à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire des généralités parce que c'est très différent d'un XAPA à l'autre. Déjà en termes de personnel, il y en a qui ont des bouts de temps partiel, d'autres qui ont plus de chance, qui ont un peu plus de personnel. Et on peut parler aussi des infirmières, parce qu'on va parler surtout du binôme médecin-infirmière. Et en fait, on veut y voir un peu clair dans tout ça pour essayer comme d'avoir des tendances, puis faire des propositions pour après. Et c'est pareil au niveau des pratiques, c'est comme très différent d'un XAPA à l'autre. Il y a la question quand même essentielle de l'accueil inconditionnel, où ça peut poser problème dans certains XAPA. Est-ce que les nouveaux, il y a des petits XAPA qui ne prennent plus de nouveaux rendez-vous de place, mais ça pose quand même un problème, parce que ça veut dire que les nouveaux usagers tapent à la porte, au téléphone, ils ne peuvent pas être reçus. Donc on pourra faire le point aussi de ça. Et il y a des XAPA par exemple, qui font de l'alcool, mais qui ne font pas de méthadone, qui ne font pas de substitution placée, ce qui pose aussi un problème, puisque l'objectif serait que tous les XAPA soient généralistes et qu'ils puissent s'occuper des addictions en général, parce que quand on se restreint à un champ
D'accord, on fait de la dictologie, mais c'est déjà un cadre beaucoup plus limité. Donc c'est des choses aussi qu'on pourra faire remonter avec l'enquête. Et puis il y a évidemment, Laurent en parlera donc plus longuement, le poids de la démographie médicale, parce qu'il va de soi que les déserts médicaux qui s'installent partout, ils pèsent fortement sur le fonctionnement des XAPA, avec de grosses difficultés à recruter. Il y a des XAPA qui n'ont pas du tout de médecin. Il y a des XAPA qui fonctionnent avec des médecins intérimaires, qui appellent l'agence d'intérim toutes les semaines pour avoir une infirmière ou un médecin. Donc c'est un cadre quand même, c'est un contexte qui est quand même très inquiétant et qui pose problème pour le fonctionnement des XAPA. Et puis on veut s'appuyer sur les besoins du territoire, parce que le XAPA, évidemment il a son fonctionnement, mais il est là comme pour répondre aux besoins du territoire, aux besoins des médecins généralistes, les pharmaciens et autres spécialistes qui sont installés en ville, aux besoins aussi de la population, des structures sociales, et donc il faut qu'il puisse apporter un certain nombre de réponses, même s'il a son fonctionnement propre. Alors, la page suivante, c'est là. Merci. Alors, les objectifs de l'enquête, ils sont assez simples. Hein. Donc, je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire un état des lieux de la pratique médicale, somatique et psychiatrique en XAPA. C'est-à-dire qu'on va interroger aussi les psychiatres, parce que les psychiatres qui travaillent en XAPA, ils ne font pas de la psychiatrie comme au CMP ou en ville. C'est quand même une approche particulière qui intègre la dimension ADICO. Donc, c'est intéressant qu'ils puissent en parler. Voir comment ils partagent leurs pratiques, etc. en équipe. Donc on va aussi les interroger. Ce qu'on veut, c'est valoriser l'action des médecins, parce qu'en fait, ce type d'enquête, ça n'a jamais été fait. On parle beaucoup de ce qui se fait en XAPA, mais comment les médecins vivent leur fonction, comment ils pratiquent en XAPA, il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Donc c'est l'occasion. Et le but, c'est de valoriser aussi ce qu'ils font, parce que c'est quand même pas beaucoup fait. Et puis, in fine, au terme de l'enquête, qui va se terminer au mois de mai, on veut aboutir en fait. Alors en fait, on parle d'enquête, mais ça va être sous la forme d'interview. Françoise le présentera. On a un guide support pour l'interview, mais ce qu'on veut, c'est que c'est une enquête qualitative qui soit souple. Et donc les gens vont pouvoir parler librement. Et ensuite, donc, il va y avoir une synthèse de tout ça qui va être faite. On va avoir un chargé de mission à la Fédération Addiction qui va recueillir donc, tout le matériau d'enquête et d'interview, qui va en faire une synthèse. Et in fine, on va aboutir à un plaidoyer sur la médecine en XAPA auprès des pouvoirs publics qui quand même propose plusieurs pistes. Et avec là une demande d'engagement des pouvoirs publics pour soutenir la médecine en XAPA et au-delà les XAPA en général. Et ce qu'on veut aussi, c'est un objectif important, c'est quand même augmenter l'attractivité des XAPA pour les jeunes médecins, et notamment les internes de médecine générale. Donc là aussi, on verra si les XAPA ont des internes chez eux, s'ils ont plusieurs demi-journées par semaine ou pas, si les internes après prennent des vacations. Moi c'était le cas à l'émergence, il y a un interne qui a pris des vacations, et ça par rapport à la question du recrutement dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment essentiel, parce que si les XAPA ne font pas ça, ils ne pourront pas recruter demain de généralistes, et puis en plus il faut aussi donner envie aux jeunes de pouvoir prendre leur place, même si après ils s'installent en médecine générale. Alors, les paramètres qui vont être analysés dans l'enquête, c'est donc la place du somatique, dans le travail du binôme médecin-infirmière, savoir est-ce que le médecin se contente de renouveler les traitements de substitution, ou est-ce qu'il soigne aussi le patient quand il vient avec une bronchite, ou qui vient par exemple avec une crise d'asthme ou une complication. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, il lui dit allez voir votre médecin traitant, ou est-ce que quand même il soigne la personne parce qu'il a une semi-urgence qui se présente à lui. Donc c'est des choses qu'on va enquêter. Est-ce que les médecins seront disponibles justement quand il y a un patient qui va pas bien? Est-ce qu'il dit non, moi j'ai déjà tous mes rendez-vous pris, j'ai pas le temps? Ou est-ce qu'il consacre quand même du temps au patient qui a quelque chose d'imprévu? Il y a la question de l'accueil inconditionnel. Donc est-ce que tout patient comme ça peut être reçu par un médecin? Ou est-ce qu'il faut passer par le filtre des rendez-vous, enfin de l'accueil? C'est des choses qu'on va pouvoir aussi analyser. Et puis alors l'autre aspect important, c'est la pratique de la réduction des risques et des dommages. Donc est-ce que ça s'est intégré à la pratique du médecin, quel que soit le produit, que ce soit la RDRD alcool ou la RDRD pour les opiacés? Même chose pour la
la prévention des overdoses opiacées. Est-ce qu'il parle de la naloxone à ses patients? Est-ce qu'il leur remet un kit ou pas? On va aussi analyser ça. Sa place dans l'équipe, donc très important, parce que est-ce que le médecin il est à part dans l'équipe et finalement le XAPA fonctionne un peu sans lui, ou on ne prend pas en compte son avis, ou est-ce qu'il arrive en réunion d'équipe à faire partager son action, à expliquer y compris les problématiques médicales et à avoir sa place dans le processus de décision? Ils nous diront un peu comment ça se passe, y compris par rapport à la direction. Et puis, très important, le lien avec l'extérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il a un lien avec le médecin traitant, avec l'accord du patient évidemment, avec l'hôpital, avec des spécialistes de ville, donc ils nous diront tout ça. Donc ça, c'est ce qui va être analysé, et Françoise nous présentera tout à l'heure le questionnaire précisément. Vous voyez un peu les questions. Justement, donc ça va être donc le but, c'est vraiment d'arriver à pouvoir analyser tout ça, et puis ensuite de pouvoir proposer des pistes d'amélioration du fonctionnement de l'XAPA en termes, alors il y aura sûrement des objectifs en termes de moyens, mais il y aura peut-être des choses qui sortiront sur l'accueil conditionnel, sur XAPA généraliste ou pas, sur peut-être l'accueil de patients sans rendez-vous. Enfin, il y a un certain nombre de pistes qui viendront, et notamment sur le fait de se donner les moyens d'accueillir des internes de médecine générale. Donc peut-être qu'il y aura des propositions de conventions avec les généralistes pour pouvoir recevoir des internes à temps partiel. Voilà, donc j'en dis pas plus et je laisse la parole donc, à Françoise pour la présentation. Alors en fait, c'est le... Je mais c'est parce que ça c'est on avait mis l'enquête là, ça c'est une question, mais tu vas le présenter. Voilà. Et ce que je voulais dire, parce qu'après, sur les pistes, il y aura le recueil de la parole des médecins, mais on va recueillir aussi, ça c'est important, la parole des autres professionnels. Parce que l'idée, c'est pas seulement que les médecins, les infirmières disent ce qu'ils pensent de leur place et de leur travail, c'est aussi de savoir comment les autres professionnels les perçoivent, ce qu'ils attendent du médecin, puis ce qu'ils apprécient. Et on va recueillir aussi la parole des directeurs et des patients. C'est-à-dire ce que les patients apprécient dans la pratique des médecins au XAPA, et puis ce qu'ils attendent. Donc on va recueillir leur parole. Donc l'état des lieux, ça j'en ai parlé. Et donc ça c'est sûrement le plus important, c'est que l'enquête ne peut marcher que si l'XAPA s'implique. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on fasse le forcing pour essayer d'avoir des interviews et que l'équipe du XAPA rechigne ou soit rétive. Il faut vraiment qu'il y ait que l'XAPA soit conscient de l'enjeu et que vraiment il s'implique dans l'organisation des interviews. Donc on puisse avoir un créneau où on puisse avoir le maximum de monde, parce qu'on va venir dans l'XAPA pour faire des interviews, donc ça suppose une implication de l'XAPA. Et puis ensuite ça amènera donc au plaidoyer et aux pistes d'amélioration. Donc là je passe donc la parole à Françoise, donc je vais installer ton PowerPoint. Et ce qu'on vous propose pour la discussion, c'est de le faire à la fin. Parce que comme il va y avoir des interactions avec la présentation de Laurent, donc on aura la discussion à la fin. Donc je vais faire ça. Ouais, comment? Oui, sauf s'il y avait, oui, tu as raison, sauf s'il y avait vraiment une question précise. Vous allez le dire, mais comment vous allez les choisir, les examens, comment vous allez... Oui, alors très bonne question. C'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va forcer personne. Alors déjà, au CA de la Fédération Addiction, tous les XAPA qui étaient représentés ont dit qu'ils étaient intéressés. Ils ont même fait des suggestions. Mais là, on en parle aujourd'hui justement pour que ça puisse être connu. Et l'idée, c'est que tous les XAPA qui sont volontaires puissent participer. Et donc, ce qui serait peut-être pas mal, à la fin de l'atelier, on fera passer une feuille. Et s'il y a déjà des représentants de XAPA qui sont intéressés, on prendra vos coordonnées. Et par mail, on fixera une date. Parce qu'on aura un chargé de mission de la Fédération Addiction qui va faire un certain nombre d'interviews, mais il ne pourra pas aller partout. Donc on verra, on a des têtes de réseau, mais on verra à ce moment-là qui vient dans notre XAPA pour organiser l'interview. Alors, je te laisse la parole. Alors, en fait, cette jeune femme, Élodie Pépin, devait venir ici. Bon, elle ne peut pas, donc j'ai essayé de vous présenter sa thèse qu'elle nous a présentée en juin. Alors, cette thèse, c'est... Et alors, je suis avec François, donc, est médecin généraliste au XAPA de Pau, et co-référent du groupe
Neurologie Addiction avec moi. Donc, on est tous les deux représentants Je travaille. au conseil d'administration de la Fédération Addiction. Donc il s'agit d'une thèse c'était le rôle du médecin généraliste en XAPA. Donc elle a fait ça sur la région Bourgogne-Franche-Comté. C'était sous forme d'entretien. Elle a interviewé 12 médecins généralistes qui travaillaient à temps partiel dans les XAPA et qui étaient médecins généralistes par ailleurs, dans 3 départements de la région, donc sous forme d'interview, donc 4 départements, et tous ces médecins étaient d'âges différents. Donc il y avait des nouveaux médecins, il y avait aussi des médecins bien plus expérimentés en addictologie, et tous avaient été formés et avaient une capacité ou un niveau d'addictologie. Donc les résultats, alors je n'ai pas sa thèse, mais les résultats, il y avait plusieurs parties. Donc une première partie sur les compétences du médecin généraliste. Donc ce qui était ressorti, c'est que les médecins généralistes en XAPA avaient tous une approche très centrée sur le patient, utilisaient beaucoup d'entretien motivationnel et donc il y avait un lien très fort dans l'accompagnement de ces personnes. La prise en charge somatique, par contre, était plutôt exceptionnelle parce qu'ils avaient fait le choix, enfin, ils ne voulaient pas se substituer au médecin traitant et en fait, ils ne prenaient pas en charge le somatique en majorité, mais ils transféraient donc au médecin. Alors, en fonction, elle mettait donc avec des valeurs voilà, très spécifiques, hein, de bienveillance, de non-jugement, de disponibilité. Donc ça, c'était sur les compétences. Ensuite, les problèmes qu'elle avait pu identifier, elle disait en conclusion qu'il y avait peu de reconnaissance des pratiques de ces médecins en addictologie, que sur la région, il y avait énormément de partenaires médicaux, sociaux. Donc du coup, c'était une difficulté et il était noté aussi une insuffisance des moyens humains. Ils n'étaient pas assez nombreux. Les points positifs que ces médecins trouvaient dans leur activité en XAPA, donc ils appréciaient la vie associative, hein, la dynamique qu'il y avait dans la région. Et il y avait aussi comme point positif une accessibilité assez facile au XAPA. La durée de consultation était beaucoup plus longue. Et ce qui était noté aussi, c'était donc ça entre les différents professionnels, donc entre les jeunes qui arrivaient et les plus anciens, cette notion de compagnonnage. Voilà, et avec beaucoup de temps d'échange avec donc, du coup, tous les professionnels et divers professionnels de l'équipe. Le salariat était aussi un point positif. Ensuite, il y avait une petite question sur le binôme. Elle avait travaillé cette question du binôme médecin généraliste infirmière. Et là, il y avait, enfin, je me rappelle, il disait qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire dans la reconnaissance et puis dans le qui fait quoi et comment on se répartit le travail. Donc il y avait toute la question des codes de la pratique avancée pour les infirmiers. Bon, voilà, il y avait toutes ces questions qui étaient nommées. Et puis il y avait quand même l'accueil inconditionnel, ça qui était très important. Alors, comme discussion, comme perspective, dans sa région, il était noté développer la LIVER, l'histoire des infirmiers en pratique avancée, l'accès aux soins et également un accueil plus important des internes en médecine générale. Voilà. En gros, c'était ça, sa thèse. C'est quoi ça se passe? Ça se passe, c'est les internes qui sont en dernière année en médecine générale et qui peuvent travailler seuls sous le contrôle mais pas en côte à côte, donc ils peuvent assurer des consultations
ça, il y a un certain nombre de XAPA qui ont des internes, ça se passe avec eux, donc ils peuvent assurer 2 demi-journées. En gros, c'est ça, c'est 2 demi-journées de consultation. Donc il faut s'en référer aux médecins responsables, mais ils peuvent même faire la consultation. Et ça, c'est la dernière année d'internat. Ils sont tous obligés de faire ça. Hein, voilà. Stage d'autonomie supervisé. Et donc, c'est intéressant puisque donc, la thèse d'Élodie aboutit à des conclusions similaires par rapport à son enquête, donc sur notamment l'allée vert et puis sur l'accueil des internes de médecine générale, donc on pourra discuter tout à l'heure. Alors, on ne va pas, évidemment, elle c'était dans le cadre de sa thèse, donc elle avait un questionnaire spécifique, on ne va pas faire exactement la même chose, même si on s'inspire du travail qu'elle a fait. Et donc, ce que je vous ai passé tout à l'heure rapidement, c'est le questionnaire support, il y a 8 questions qui servira en fait de guide aux internes. Donc ce qu'on vous propose, sauf s'il y a une question pratique sur la présentation de Françoise, donc Élodie a passé sa thèse, donc a soutenu sa thèse avec succès, et son maître de stage d'ailleurs est médecin généraliste au XAPA de Besançon, il est d'ailleurs aussi au groupe MG Addiction, et elle-même a pris des vacations au XAPA, et en maison de santé, donc c'est intéressant parce qu'elle s'est vraiment... Elle a pris sa place dans le dispositif à la fois en médecine de ville et en addicto. Alors s'il n'y a pas de questions, ce qu'on vous propose c'est de passer à la présentation de Laurent Catan, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, et puis pour qui on ait le plaisir de préparer ensemble l'atelier, qui est médecin généraliste à Paris également, dans le 16e arrondissement, et qui a une consultation avancée également à l'hôpital Beaujon en hépatologie, et qui a été, il n'y a pas si longtemps que ça, président de l'ANGREC, l'Association nationale des généralistes pour la réflexion et l'étude sur les hépatopathies chroniques, dont l'hépatite C, et qui a passé le relais ensuite à Jean-Louis Boujna, et puis ensuite j'ai pris le relais. Donc il y a peut-être des choses, on verra dans la discussion, dans les débouchés de l'enquête, qui amèneront peut-être à des initiatives de l'ANGREC. Et puis donc, je te passe la parole. Merci Xavier. Bonjour à tous. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne vous connais pas non plus. Et c'est normal que vous ne me connaissiez pas parce que je suis médecin généraliste. Même toi, Pascal, tu peux me connaître, mais tu ne me connais pas. Et tu m'as toujours dit que je n'existais pas dans le champ de la médecine générale. Donc si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai énormément de diapos à vous passer, hyper fournis, parce que j'ai rien à vous dire. En résumé, sur la médecine générale et les addictions, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est les liens d'intérêt. Regardez, la première déjà, la violence. Les derniers recensements 2007-2016 disaient qu'il y avait à peu près 88 886 médecins généralistes en activité régulière. En 2022, on est à 83 900 et vous allez voir qu'en 2024 déjà ça chute. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que le pourcentage de médecins généralistes va diminuer et vous allez voir qu'en fait il diminue avec des bonnes nouvelles parce que la population se féminise beaucoup, mais qu'on perd en gros un médecin sur 4 dans les années à venir. Donc déjà que l'addiction, ce n'était pas la préoccupation favorite des médecins généralistes, on peut un petit peu s'inquiéter. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que dans cette période, vous avez vu que ça se casse vraiment les gueules, c'est que les médecins changent aussi de pratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être installés en cabinet, plus ça va aller, plus les médecins vont devenir salariés ou vont se mettre en exercice mixte. J'ai des critiques, mais c'est mon cas. Dans les données actuelles, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a la part de médecins retraités sans activité, c'est à peu près 25%, tout le reste, c'est soit des médecins actifs, soit des médecins retraités qui continuent à bosser parce qu'il n'y a pas de choix. Soit ils sont dans des départements où il n'y a pas de médecins, ils n'ont pas le choix, soit ils vont essayer de se faire un petit salaire en plus de leur retraite, qui est la plupart du temps pas génial. Et donc on arrive sur des médecins plutôt seniors aujourd'hui, et qui sont très très peu remplacés. Vous voyez que la diminution, c'est à peu près partout, d'accord? Et vous voyez où il y a beaucoup de médecins, c'est où il y a la mer, la plupart du temps. Donc en fait, on va privilégier les endroits où c'est plutôt sympa, et qu'en fait, on se pose des questions sur plein de régions en France, où, a priori, il n'y a pas de patients addicts dans ces régions, donc on est plutôt rassurés. Aujourd'hui, l'âge moyen des médecins, 57,6 ans. Vous voyez, moi j'ai 34 ans, donc j'ai encore le temps. Mais
Qu'est-ce que t'as de marrer? Et donc vous imaginez bien que la moyenne d'âge qui évolue comme ça et le remplacement par des jeunes médecins généralistes, c'est un peu compliqué. Et en fait, vous voyez que sur la pyramide, on est à peu près aujourd'hui à 44-45% de femmes. Et vous allez voir que ça a un impact en fait sur le repérage des addictions. Elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes sur ça. Et puis, petite bonne nouvelle, mais est-ce qu'il faut le croire ou pas, c'est que les internes qui passent dans nos cabinets et qui ont accès en fait, à des médecins qui font un peu d'addiction, ont envie de faire de l'addiction après, en résumé. Vous allez voir, je suis sceptique sur plein de choses, j'ai même des doutes sur cette étude, mais je veux bien y croire. Alors, quand on parle de la prise en charge des addictions en médecine générale, je me suis creusé la tête et je vous ai trouvé des données exceptionnelles des années 98, 97, peut-être 2007, mais une enquête qu'on a faite il n'y a pas longtemps avec Santé Addiction, qui donne des résultats, vous allez voir, assez intéressants. Déjà, cette photographie-là, cette photo, c'est celle qu'on nous propose depuis 15 ans, 20 ans, d'accord? C'est-à-dire à peu près 120 000, 130 000 patients suivis en ville par des médecins généralistes, c'est-à-dire sous buprenorphine en gros, très peu sous méthadone. Que font ces médecins généralistes, Pascal? Que font ces médecins généralistes avec ces patients? Pas d'études, pas de travail, pas de retour, pas de remontée, d'accord? Alors que c'est mais vraiment, c'est-à-dire que moi sur ces 120 000 patients, je pense que c'est à peu près 10% des médecins généralistes qui les prennent en charge, pas plus. Hein. C'est 10% de médecins généralistes qui font un boulot de dingue. Où ils sont? Alors ils sont dans un ATHS un vendredi après-midi, voilà. Et donc voilà, c'est mon coup de gueule, mais c'est pas plus compliqué. Ça ne va pas vous surprendre, cette diapo, sur la prise en charge, d'accord, où ça se concentre, le Nord, PACA, l'Est, la Bretagne, où il y a le plus de médecins qui... Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand il y a des structures dinosaures dans des régions, je ne citerai personne, il y a moins de médecins généralistes impliqués dans les addictions. D'accord? Ah! Alors, vous avez 30 secondes pour la lire en entier du début jusqu'à la fin. Vous allez voir, elle est passionnante. En gros, qu'est-ce que dit cette diapo? Cette diapo dit que quand on interroge des médecins, on leur dit, en fait, à quel moment vous avez mis en place un recours vis-à-vis de vos patients. Vous voyez que ce qui sort, c'est le tabac, l'alcool, le cannabis. L'héroïne, la coke, ça ne sort pas. D'accord? Et on va faire une petite analyse après pour comprendre pourquoi, mais ça me semble assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge aussi ces médecins, vous avez vu, c'est des médecins qui ne sont pas du tout addictologues, quand on interroge ces médecins, on leur dit aussi qu'une fois par an, à peu près, ils ont un recours avec un XAPA. Moi, j'aurais aimé leur poser la question, comment vous faites? D'accord? J'aurais rêvé, moi, ça fait 30 ans que je bosse là-dedans, avoir des recours. Mais moi, si je n'avais pas des potes dans les XAPA, je ne sais pas comment j'aurais un recours pour mes patients. Et l'autre question, je m'excuse, je vais être un peu acide, c'est que moi, quand j'adresse un patient en XAPA, je ne le revois plus. Et moi, je rêverais que les addictions deviennent une maladie chronique en médecine générale, comme l'hypertension, le diabète et compagnie. Quand j'adresse un patient pour un avis, parce qu'il est polyconsommateur, parce qu'il y a des usages, parce qu'il y a une pathologie psychiatrique en dessous, qu'on me le réadresse, ça n'existe pas. Bon, c'était mon coup de gueule. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que plus on est vieux, moins on a recours au XAPA. Peut-être parce qu'on ne sait pas que ça existe, ou peut-être parce qu'on a une espèce d'expérience qui fait qu'on arrive à s'en sortir seul. Et que vous allez voir sur la diapo suivante, plus on est jeune, plus on le fait. Alors ça, c'est l'enquête qu'on a faite récemment, parce qu'il fallait bien que je vous amène des petits résultats. Et cette enquête, en fait, montre une chose. C'est que sur à peu près 154, non, c'était 102 médecins généralistes, et sur les 102 médecins généralistes, il y avait quand même une énorme partie de ces médecins généralistes qui étaient des prescripteurs de TRO. Et bien vous voyez que dans les recours en médecine générale, c'est avant tout l'alcool, le tabac, le cannabis, et puis le reste c'est très très faible. C'est vraiment très faible. Et alors qu'à l'époque, rappelez-vous, quand on disait qu'un médecin généraliste était addictologue, c'est parce qu'il prenait en charge les héroïnomanes et qu'il mettait en place des traitements par des TAO et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. D'accord ? Et quand on voit les recours, en fait, c'est bien entendu les XAPA, c'est des consultations en tabaco, quand il y en a dans le coin, on s'en sert. Alors là, ça marche mieux dans la consultation en tabaco qu'avec les XAPA. Pour nous, c'est quand on voit les patients, au moins. Et puis après, les consultations jeunes consommateurs, je ne sais pas si vous vous en servez vous, mais dans certaines régions, effectivement, il y a des médecins généralistes qui ont des recours sur ça. Alors comme je vous le disais, on n'a pas de baromètre depuis 2009, mais en gros, on sait que 85% des médecins généralistes
ont touché de près ou de loin une fois dans leur vie des patients addicts, d'accord, ou dépendants aux opioïdes. En fait, ce qui est intéressant, et ça vous le savez, c'est qu'à peu près la moitié d'entre eux initient un nouveau traitement. Moi, cette enquête, je n'y crois pas. On pourra en discuter ensemble. Je ne crois pas que la moitié des médecins qui voient pour la première fois un patient addict initient un traitement. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est qu'il y a au moins 30% d'entre eux qui vont l'adresser à un confrère. Et que quand c'est un renouvellement, et on verra tout à l'heure, la différence qu'il y a entre renouvellement de traitement pour le médecin généraliste ou initialisation du traitement, quand il y a renouvellement du traitement, ils vont le faire, et quand ils vont renouveler, ils vont s'impliquer derrière dans la prise en charge. Donc, en fait, les difficultés qui sont perçues, ben, vous voyez quand même que pour des médecins qui sont des prescripteurs, en gros, les difficultés, c'est quasiment toujours les mêmes, en fait. C'est pour au moins la grosse moitié d'entre eux, j'initie un traitement pour des patients qui souffrent d'addiction, mais là, vous avez vu le biais. On a interrogé des médecins qui prescrivaient. D'accord? C'est un vrai biais. Et après, même chez ces médecins, il y en a 30% d'entre eux qui ont l'habitude qui adressent. D'accord? Et j'adore la réponse de « je suis obligé de le prendre en charge ». Moi, c'est la réponse que j'ai trouvée la plus émouvante. D'accord? Je ne peux pas m'occuper d'eux car je ne prends pas de nouveaux patients. C'est aussi très émouvant, mais sauf que quand il y a un patient hypertendu qui arrive, on n'a pas la même réponse. Et je n'ai jamais reçu de nouveaux patients dépendants aux opioïdes. On parle quand même de patients, de médecins qui prescrivent des TAO. D'accord? Nous, l'étude d'enquête qu'on a faite, c'était référencé sécurité sociale. On a repris sur la Sécu les médecins prescripteurs. Je suis ému de mes diapos, et je ne comprends rien. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a au moins 20% des médecins généralistes, okay, qui déclarent avoir initié une prescription de TSO. Les autres, qui sont des prescripteurs, le font sous forme de renouvellement. Je vous le répète, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que ceux qui renouvellent, alors on verra tout à l'heure pour quelles raisons ils renouvellent chez un patient, alors que ce n'est pas le leur. Souvent, ça va les intéresser d'aller initier des traitements pour d'autres patients. Ils vont repérer dans leur patientèle des patients addicts derrière. Donc, ce n'est pas totalement anodin que de faire un renouvellement. Et souvent, les renouvellements, ça se fait juillet-août, la plupart du temps, quand les médecins ne sont pas là. Ce qui est intéressant, c'est que les pratiques varient en fonction en fait, de plein de choses. D'abord, on est une femme ou un homme. On est un peu plus sensible. Ensuite, le fait de réaliser uniquement des renouvellements, il y a des médecins qui déclarent avoir fait que des renouvellements TSO et en fait, qui ensuite vont se former sur les addictions. Donc c'est pas... voilà. L'environnement de l'exercice, alors ça c'est assez intéressant je trouve, c'est que les médecins qui travaillent en médecine de groupe, enfin en cabinet avec d'autres collègues, font moins de renouvellements et se forment un peu moins, vous le verrez tout à l'heure. Et moi je me pose la question si ce n'est pas juste une histoire de climat, d'ambiance dans un cabinet de groupe. C'est-à-dire que s'il y a un copain, collègue avec qui on bosse qui dit voilà, ça m'emmerde d'avoir des toxicos dans ma salle d'attente, tout d'un coup on ne le fait pas. Et qu'on va voir qu'en pratique individuelle, les médecins généralistes qui travaillent seuls prennent un peu plus et renouvellent un petit peu plus. La formation, bon, vous savez, c'est un désert en France aujourd'hui. On est à peu près, il y a une question sur les 400 dernières de l'ECN quand même, c'est pas beaucoup. Il n'y a que 11 facultés sur 30 qui forment autour, qui a un enseignement universitaire autour des addictions. Et en plus de ça, alors, pareil, en 2020, il y a à peu près un médecin sur deux qui dit « j'ai fait un EPU, j'ai fait une UFMC ou une DPC sur les addictions ». Ceux qui les croient lèvent la main. Ouais, d'accord, donc on pense à la même chose. D'accord, parce que l'enquête était hyper orientée. Voilà. Et ensuite, il y en a que 2% qui disent qu'ils ont fait un DU, ça je veux bien le croire. D'accord. Alors, les praticiens qui sont les plus jeunes, ça c'est assez drôle, sont les médecins généralistes qui ont été le plus souvent en formation sur les addictions, mais c'est ceux qui prescrivent le moins au final. D'accord? Ça veut dire quand même une chose intéressante, et on verra tout à l'heure en conclusion, c'est-à-dire que s'occuper d'un addict en médecine de ville reste encore une espèce de combat héroïque. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un discernement entre la théorie, c'est-à-dire je me forme et je sais comment prendre les addictions, et je me confronte aux patients. Ça, elle est déprimante, cette diapo. En gros, quand vous interrogez des médecins qui prescrivent, qui ne prescrivent pas, ou qui n'ont jamais eu de formation, les réponses sont à peu près les mêmes. D'accord? En gros, c'est une prise en charge complexe. Pour tout le monde, c'est compliqué. D'accord? Ça nécessite un recours à de nombreux acteurs de soins, pharmaciens, assistantes sociales, psychologues et compagnie, on va en parler ensemble.
Oh là là, le temps des réseaux où il fallait appartenir à des réseaux, aller des réunions tous les soirs pour être un bon médecin addictologue, mais j'espère que c'est révolu. Mais en tout cas, pas pour les médecins qu'on pose des questions, qui demandent beaucoup de temps, oui c'est vrai. Et c'est un vrai frein, on va le voir, qui peut amener une certaine lassitude, oui c'est vrai. Et on peut s'emmerder dans les consultations avec nos patients depuis 30 ans. Mais vous allez voir comment on peut de moins s'ennuyer. Mais sauf que les médecins généralistes disent tous qu'il y a une lassitude dans cette prise en charge. Et puis le simple renouvellement de prescription régulière, il n'y a que les médecins à peu près formés qui disent non, moi ça je ne le fais pas. Ça je saute, elle est trop compliquée, elle sert à rien. Le profil des médecins, en gros, c'est des médecins qui travaillent, qui font plus de 20 par jour, qui ont plus de 10% de CMU ou d'ALD dans leur clientèle, et qui sont en cabinet de groupe, et vous voyez les chiffres, là vous ne pouvez pas les voir, c'est trop petit, mais en fait ça ne ressort pas si fort que ça, les cabinets de groupe. Moi je suis persuadé que le cabinet de groupe, soit c'est que des médecins qui font de l'addiction, et c'est un cabinet de groupe qui a été alors vraiment pointé le fléché comme un cabinet d'addictologue, soit c'est assez compliqué. Le temps de la consultation, c'est en moyenne 17 minutes en médecine générale, toute pathologie confondue. Aujourd'hui, les chiffres, c'est plutôt une tendance à 12 minutes. Et la consultation en addiction, c'est 22 minutes, à 26,50 balles depuis hier. Okay, c'est un vrai problème en médecine générale. Cette diapo, elle est totalement évidente, mais elle n'était pas évidente il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, il est évident que les patients complexes, polyconsommateurs, mésuseurs, tout ce que vous voulez, ou avec des problèmes sociaux, ils sont dans les XAPA, et que les patients un peu plus simples sont en médecine de ville. Sauf que les patients un peu plus simples en médecine de ville, je ne sais pas s'ils sont plus simples. Je ne sais pas si on a détecté qu'eux avaient moins de problèmes que les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'évaluation sur nos pratiques. Donc les freins. En gros, le manque de temps. Ça c'est clair, c'est un vrai frein. La deuxième, c'est le manque de formation pour tous les médecins. Aujourd'hui, si vous proposez une formation sur le diabète, l'hypertension ou le cancer, vous allez avoir plus de manque que sur les addictions. Le manque d'outils, on va discuter des outils, on a essayé nous de créer des boîtes à outils, elles ne marchent pas. Et l'isolement avec un sentiment d'impuissance. Ça, c'est des freins que remontaient les médecins généralistes. D'accord? Et après, il y a des freins qui racontaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient l'honnêteté de dire « je ne suis pas motivé, je suis dans l'échec avec mes patients parce que finalement, soit je n'arrive pas à arrêter leur traitement de substitution, soit ils rechutent. Donc moi, en tant même que thérapeute, je suis dans l'échec et je le vis très mal. Alors que quand je traite une hypertension, j'ai un traitement, je prends les chiffres, 3 semaines après, je suis satisfait de mon exercice, d'accord? Il y en a quand même encore qui parlent de délit de faciès. Ok? Et moi, j'avais envie de rajouter la question, le délit faciès, est-ce qu'il vient du côté du patient, du côté du médecin ou du soignant, mais c'est une vraie question. La spécificité du patient, c'est la seule réponse que je trouve cohérente et intéressante. Hein. C'est vrai que d'emblée, sur un questionnaire sain de 10 minutes, si on voit qu'on a affaire à un polyconsommateur, un patient psychotique et compagnie, c'est vrai qu'on peut tout de suite raconter à ce patient comment je vais l'orienter dans le confort. Et même de prescrire une ordonnance avec un médicament qui va faire en sorte qu'il ne soit pas en manque et l'adresser. D'accord? Et la peur de s'enfermer. De s'enfermer dans quoi? Je ne sais pas. Donc en fait, les objectifs, on les connaît tous. La première consultation, et quand on va initialiser, c'est quoi? C'est on va prescrire. Si on ne fait pas l'ordonnance et qu'on n'a pas un stylo derrière, la première consulte, elle ne sert à rien en médecine générale. La vieille époque où on disait aux patients, attendez, on va prendre les 15 jours de réflexion, d'abord on se parle, et puis on va se reparler, et puis après on va se parler, et après je vais vous prescrire, il faut oublier. D'accord? L'adaptation des posologies ne va pas se faire dès la première consultation, et on va commencer à réfléchir à la titration déjà même avec le patient, donc elle est fournie, la première consulte. Dans la même consulte, on va raconter un petit peu sur un réseau avec qui on travaille avec eux. On va aussi leur raconter, ils en sont où de leur foie, des virus, de la NASH, de leur tension. Okay. On va aussi leur dire voilà comment je vais vous suivre. On va aussi leur raconter, vous en êtes tous sur le plan social. On va aussi leur dire si vous ne prenez pas autre chose. On va aussi leur demander comment le craving en gros. Mais c'est impossible en 20 minutes de consultation. D'accord? Donc on a besoin d'aide, on a besoin d'une boîte à outils élégante, et on a besoin d'une consultation de maladies lourdes qui ont été fléchées par la sécurité sociale et dont on aurait besoin en addiction. Et puis après on se fatigue. On voit ces patients tous les mois, depuis 20 ans, 25 ans, alors, on tourne sur du texte, on est ok, super, t'as bossé super, t'es en manque, non, je le diminue, non, j'ai pas très envie, il y a une lassitude. Alors on a des outils
et il y a un outil qui s'appelle le craving, et d'aller évaluer le craving de ces patients. Mais sauf que ces outils n'arrivent pas sur les bureaux des médecins généralistes, d'accord? On a un outil incroyable. Examiner nos malades. C'est un outil incroyable. On ne le fait pas. Je vais sortir un travail sur les prises de tension, les évaluations cardiovasculaires chez les cocaïnomanes, les oreillonomanes en médecine générale, c'est effroyable. D'accord? Donc on a cet outil de l'examen clinique, un patient comme un autre. D'accord? Et puis après, il y a la rechute, on rêve qu'il y ait une rechute pour pouvoir retravailler quelque chose. Et après, il y a les éléments motivationnels, donc très peu de médecins généralistes le servent. Donc en fait, cette diapo conforte ce que je vous ai raconté, puisque l'enquête montrait à peu près ça chez les médecins généralistes, formés ou pas formés. Le craving, je ne vous en parle pas, mais si, juste ça sur le craving. En fait, moi, je ne demande pas aux médecins généralistes d'aller réévaluer leur prescription et leur mode de fonctionnement par rapport au craving. Je leur demande juste de repérer. Parce que de repérer le craving chez les patients veut dire une chose. Un, on fait un boulot de médecin généraliste. Deux, après, on peut les réorienter avec tout d'un coup un fléchage d'orientation assez intéressant. Moi, je n'ai pas orienté de la même manière un patient qui est bien dosé, mais qui est déprimé, qu'un patient qui est mal dosé et polyconsommateur. Donc, l'évaluation du craving en médecine générale me semble super importante. Donc, quelles sont les attentes des médecins généralistes? Bien sûr, une révalorisation de la consultation, une formation sur la prescription typique des TAO. Et en gros, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que je dois prescrire pendant 30 ans? Est-ce que j'ai le droit d'augmenter mes dosages? Enfin, bon, voilà. La possibilité de travailler en collaboration, c'est ça dont je voudrais qu'on parle après. Moi, j'ai l'impression que c'est encore difficile, même 30 ans après. D'accord? Et puis la mise à disposition d'outils. La boîte à outils, elle est là. Moi, je suis parti de la vraie vie, en interrogeant les médecins généralistes qui ne font pas d'addiction. Ok? Et je leur ai dit, vous avez besoin de quoi? Et en gros, ils me disent, moi, soit je m'investis directement dans la prise en charge, ça m'intéresse les addictions, j'ai un patient qui arrive, il m'a fléché, il sait que je m'occupe d'addiction, donc moi j'ai besoin d'une boîte à outils avec quel partenaire je bosse et comment je vais travailler avec eux pendant 20 ans. La deuxième, c'est un patient qui est déjà pris en charge par un médecin, il vient me voir à ma consultation, son médecin est en vacances, comment je fais? Est-ce que j'ai le droit de reconduire le traitement? Est-ce que j'ai laissé un truc par rapport à la Sécu? Une boîte à outils, on l'a pas. Le troisième, c'est un patient qui arrive dans ma salle d'attente en état de manque et que je ne connais pas et je ne suis pas addictologue. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me mettre en danger, moi en tant que soignant, et ne pas mettre en danger mon patient? Est-ce que je peux prescrire sur un comptable une prescription pour 7 jours? Il n'y a pas de texte autour de ça. Après, il y a le patient nomade, où il a vu, et c'est le pharmacien qui va me rappeler en disant, attends, j'ai déjà 15 ordonnances pour ce patient, qu'est-ce que j'en fais, comment je le mets au machin. Après, il y a le patient agressif qui arrive dans la salle d'attente, est-ce que j'ai des outils pour le faire? Donc vous voyez, les médecins se posent des questions autour de la page des addictions. Nous, on n'a jamais répondu à ces questions, on a répondu à des questions sensationnelles sur les récepteurs, sur les systèmes de récompense, sur tout ce que vous voulez. D'accord? Mais par contre, on ne répond pas de qu'est-ce que je fais face à un malade où je ne suis pas armé par rapport à lui, je n'ai pas le bagage, l'imaginaire. Comment je fais pour que ce patient ne se nomadise pas? Donc en gros, la prise en charge, c'est une réalité, puisqu'aujourd'hui on est autour de 120 000 patients pris en charge en ville. Les pratiques sont floues et les baromètres sont empiriques, il en faudrait de nouveau. On se bat avec Xavier, on en parlait il n'y a pas longtemps, pour remettre des baromètres nouveaux. Moi, je pense qu'il faut remettre les addictions dans le parcours de soins. Je voudrais que la prise en charge des addictions soit considérée comme une maladie chronique en médecine de ville. D'accord? L'avenir démographique est plutôt déprimante, en tout cas pour les médecins généralistes. Inciter les spécialistes à travailler en réseau de médecins généralistes, ça ne fonctionnera que s'il y a un aller-retour sur les réseaux. Si le réseau, c'est je viens me former avec vous, je vous adresse des patients, mais je ne vois pas le malade derrière, ça ne fonctionnera jamais. D'accord? Et moi, au départ, ça fonctionnait très très bien. Il y a 20 ans, 25 ans avec les centres, parce que les centres étaient débordés, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait plein de médecins généralistes qui prenaient en charge. C'était des centres qui allaient chercher les généralistes en disant, les gars, vous ne pouvez pas me prendre des patients. Aujourd'hui, ça s'est inversé, les généralistes ont peur d'adresser des patients vers les centres. Vous me direz, vous, si c'est une réalité dans votre pratique ou pas. Voilà. Une rémunération fléchée, on se bat avec la Sécu pour que, à un certain moment, ces consultations soient prises comme consultations lourdes en médecine de ville. Et moi, mon combat, quand j'ai des jeunes et que je les forme, c'est de dire aux jeunes médecins, prenez les addictions comme une spécialité de maladie chronique, comme une autre. Ne soyez pas des combattants, vous n'avez pas de besoin d'être des Pascal Melun, des Caton, des machins, et de rentrer dans des réseaux, et d'aller dans des trucs, et de vous battre, et de faire de la politique, et de vous mettre en danger pour dire à un patient, je vais vous aider dans votre addiction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurent pour ta présentation.
très dynamique et très engagé, comme d'habitude, et qui effectivement pose les enjeux du problème dans un contexte qui est certes difficile, mais où justement on va débattre ensemble. Il y a quand même plusieurs pistes qui peuvent axer l'intérêt du sujet, qui peuvent être ouvertes pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Parce que vous avez vu le baromètre de 2009, et donc c'est pour ça aussi que nous on a envisagé une enquête. Il y a vraiment besoin de tout remettre à plat, de réactualiser à l'aune évidemment des derniers chiffres de la démographie médicale. Et puis également en ville, donc l'enquête par exemple qu'on envisage en XAPA, je pense qu'il faudrait aussi l'amener en ville pour pouvoir actualiser ce que font les jeunes généralistes, parce que c'est vrai que les généralistes qui sont tout proches de la retraite et qui prennent plus de nouveaux patients, ces généralistes ils n'ont pas changé leur pratique de toute façon. Mais par contre, l'inconnu qu'on a, c'est comment s'organisent les jeunes qui s'installent en ville, même si beaucoup veulent être salariés, il y en a quand même qui s'installent au sein de maisons de santé pluridisciplinaires. Dans l'arrondissement, on a notre XAPA, dans le 13e, il y en a 4 qui ont ouvert, où il y a des jeunes qui sont installés quand veulent, et qui a priori ne sont fermés à aucun problème, se forment et nous appellent et demandent des conseils, etc. Donc le but c'est qu'on puisse repérer ces jeunes praticiens et qu'on puisse les aider. Parce qu'en fait la fonction d'un XAPA, justement comme disait Laurent, c'est pas d'absorber un patient quand il arrive, qu'il est adressé par un généraliste, mais c'est qu'on puisse au contraire aider, soutenir le généraliste pour qu'après il puisse reprendre la main, peut-être passer une phase de crise, ou donner un conseil. Moi j'ai des généralistes qui m'appellent. Récemment j'en ai un qui m'a appelé pour un patient qui était sous méthadone, mais qui faisait le planton, qui venait jamais sur rendez-vous, etc. Bon, et le généraliste il ne voulait pas s'en débarrasser, mais déjà il voulait avoir la délégation de prescription qu'il n'avait pas eu avant, et deuxièmement il voulait surtout avoir du conseil. Et je lui dis, bon, si vraiment c'est trop compliqué, le patient on le prendra. Mais déjà il faut qu'on ait cet échange avec les généralistes que souvent on n'a pas. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être que vous disiez comment vous voyez les choses, de votre point de vue et de votre place, donc sur les deux sujets qui ont été présentés, donc à la fois l'enquête XAPA, si vous pensez que ça peut être utile, si vous êtes prêt à vous investir, et puis comment vous ressentez la situation en ville de votre point de vue. Alors je vous laisse à vous la parole. Donc, on a un petit peu de temps pour l'échange, donc c'est l'idéal, parce qu'on a envie qu'il y ait un échange. Alors, le premier ou la première qui s'élance, sachant que l'idéal, ce serait que tout le monde puisse participer, en fait. Attends, on peut faire autrement. Oui. Il y a combien de médecins généralistes? Et vous travaillez en ville? Bah ouais, vous me fatiguez. Et toi, tu travailles encore en ville? Voilà, il y en a un. Et toi aussi? Moi, je suis jeune retraité. Ouais, mais tu fais partie des médecins dedans, avec exercice. Oui, j'étais médecin généraliste et je travaillais en XAPA et comme médecin généraliste. Ok. Et tu travailles encore en XAPA uniquement? Non, je suis à la retraite complète. Ah, complètement. Alors en fait, c'est vrai qu'on a pas mal... Lui, il n'a pas beaucoup bossé dedans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors parce que c'est vrai que dans les XAPA, Laurent a évoqué les cumuls emploi-retraite. Comme on a des premiers recrutements, on a plein de cumuls emploi-retraite. On avait une praticienne qui est restée 3 ans, puis finalement elle a fini par partir. Mais sinon, y compris, on ne pourrait pas fonctionner. Il y en a qui font ça en ville. On a un collègue, Bruno Jean, qui est dans ce cas-là. Bon, mais déjà, puisqu'on n'a pas de... Bon, moi, j'ai un exercice mixte, et un point où je développe juste ce point-là, après on verra les suivants, mais sur la question de l'adressage en tant que XAPA, parce que ça, c'est un point capital. Souvent, les médecins n'adressent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Vous adressez un patient à un cardiologue, ou un pneumologue, ou un diabétologue, parce que vous connaissez, vous avez un réseau de spécialistes en libéral et hospitalier. Souvent, vous avez le portable, vous adressez le XAPA, vous n'avez pas le numéro sur le coude, vous ne l'adressez pas. Et moi, j'ai vraiment l'exemple concret du cabinet où je suis arrivé il y a 2 ans et demi à Paris, le cabinet groupe, il y a un médecin qui prépare sa retraite, où je suis à mi-temps, et donc il y a 2 XAPA tout près du 5e arrondissement. Ils n'avaient jamais travaillé avec eux. Je dis mais pourquoi? Et alors qu'il y a des patients à l'école, évidemment, au cabinet, il y a y compris des patients qui sont suspects, il y en a quelques-uns. Je dis mais pourquoi vous n'avez jamais téléphoné? Il me dit Xavier, on ne téléphone pas parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas de référent personnel, on n'a pas de nom de médecin, etc. Donc on n'appelle pas parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont appeler, ça ne va pas répondre, ils vont tomber sur une secrétaire, elle va peut-être leur passer personne, etc. Mais ils m'ont dit, maintenant, depuis qu'il y a l'émergence,
on adresse les patients parce qu'on sait que tu y es. Et donc, on sait que d'abord tu nous feras un retour, que le patient sera pris en charge. Puis je leur ai expliqué que ce n'est pas forcément moi qui vais prendre en charge le patient, mais que quand ils vont appeler, il y aura un accueil, un premier rendez-vous d'accueil par un paramédical, un travailleur social, qui va évaluer la situation globale de la personne. Et ensuite, effectivement, il va être dans le circuit de soins. Et bien maintenant, c'est vrai, ils ont adressé des jeunes qui avaient des problèmes de cannabis à la CJC, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire CJC avant, ils ont adressé des patients à l'autre. Donc il y a ce travail-là de maillage qui est indispensable. Parce que ce qui s'est fait au niveau de mon cabinet, il faut que ça se fasse partout. Et d'ailleurs, ils sont contents de l'accueil qu'ils ont eu à Pierre-Nicole et à l'Émergence. Et en fait, le problème, c'est que ça n'est pas fait. Alors donc, il y a une responsabilité d'Oxapa, parce que, bon, je suis désolé, quand on est sur un territoire, c'est Oxapa de faire la démarche, de contacter les pharmaciens, les médecins. Alors déjà, les pharmaciens, on est obligés, parce que comme il y a très peu de pharmaciens qui acceptent de délivrer la méthadone et le Subutex, donc déjà, il faut aller les chercher. Et puis quand il y en a qui arrêtent, c'est une galère pour en trouver d'autres. Donc déjà, ce travail-là, travaille auprès des généralistes, des centres de santé. Combien d'Oxapa, il y en a qui ont un centre de santé à 200 mètres de chez eux, ils ne font même pas l'effort d'aller les voir pour entrer en contact, de travailler en commun qui pourrait être fait. Donc déjà, nous, c'est ce qu'on va faire remonter aussi dans le thème. Il y a ce travail-là de connaissance du réseau des partenaires qui est amené par l'Oxapa. Mais il faut aussi que les généralistes puissent avoir des outils. Alors ça veut dire, nous on a demandé à la DGS qu'ils puissent transmettre aux médecins généralistes un répertoire des ressources. Parce qu'on a le répertoire de toutes les spécialités et pas en addicto. Ils nous ont promis qu'ils feraient un répertoire un peu comme ils font pour le SAMU. Le SAMU, ils ont un répertoire des spécialistes à contacter. Donc on leur a demandé aussi de faire leur travail. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, est-ce que je propose... Ouais. Juste, excuse-moi pour finir ton truc. Parce que moi, j'ai pas fini, je vous ai demandé qui est comme ça gère l'histoire. Tu vas nous raconter ton expérience, mais tu n'es pas en France, donc tu ne nous intéresses pas beaucoup. Mais tu vas quand même nous raconter ton expérience, qui est passionnante, et me dire si tu es d'accord avec ce qu'on a raconté. Mais surtout, moi, je m'adresse aux médecins d'Oxapa. Là, combien, est-ce que vous arrivez à chiffrer combien de patients par an est orienté chez vous par un médecin généraliste avec une lettre du médecin généraliste? 1 sur 4. Très peu. Non mais combien en nombre par exemple? Alors, très peu. Avec une lettre? Avec une lettre? Avec une lettre. Avec une lettre. Un coup de téléphone, ça... Non, une lettre, parce que c'est obligatoire dans le système de soins aujourd'hui de médecins traitants d'adresser nos patients à un spécialiste avec une lettre. C'est couché sur le logiciel en fait. Une dizaine par an. Combien? Une dizaine par an. Une dizaine par an. Ok. Autre question. Combien vous faites de lettres aux médecins généralistes, aux médecins traitants de ce patient pour dire tout le prénom? Dites-moi la vérité, tu ménagez pas vos noms. On a plus de médecins généralistes. Médecin traitant. On n'a plus de médecins traitants. Nous, on vient d'Avignon. On a vu en 5 ans, ça fonctionnait très bien. Le fil actif du Oxapa où on bosse, on avait la moitié de nos patients qui étaient des nouveaux patients chaque année, ce qui était remarquable. Depuis 5 ans, on ne relaie plus parce qu'il n'y en a plus. D'accord. Et donc on est complètement... Mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Il y en a plus, ils veulent, c'est important parce que ça veut dire... Alors, il y en a plus, et ceux qui sont là ne veulent plus. Non, mais ça veut dire qu'il y a comme dans l'autre sens. Regarde, ils mentent. Combien a envoyé un courrier à un médecin généraliste, un médecin traitant cette année pour leur dire j'ai suivi votre patient? Mais non, mais il y a quand même un écueil dans tout ça, pardon, mais il y a des patients qui ne veulent pas quand même. Eh ben moi j'ai compris. Si, ça. Mais ça veut dire quoi ils veulent pas? Ah, il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent. Oui, mais c'est pas le même type. Je suis d'accord, mais c'est pas le même type. Là, ils ont pas hyper bien. Quand le médecin traitant adresse un patient, là le patient... Vous répondez comment? Vous répondez par courrier. Mais ça, c'est important. Tu mets un courrier. Tu donnes un courrier au patient. Et quand j'ai une confrère qui m'adresse directement, déjà quand on a la consigne au secrétariat d'avoir la communication directement, dès qu'il y a un professionnel de santé qui nous appelle. Ça, c'est clair, qu'on nous connaisse ou pas. Si je veux dire, je pense qu'on a tous la même pratique par rapport à ça. Donc moi je vais vous raconter une histoire triste, mais vraie. Il y a un an, d'une copine, médecin généraliste dans le 20e arrondissement à Paris. Elle suit le frère d'une patiente à elle qu'elle suit depuis des années. Son frère est héroïnomane. Elle était venue à une ou deux formations que j'avais faites et compagnie, m'avait appelé, est-ce que je peux démarrer un traitement? Elle démarre un traitement. Elle suit ce mec pendant un an avec 4 mg de Subutex, 4 mg de Subutex. Et le mec, à chaque fois qu'il vient la voir, lui dit ouais, je vais super bien. Le gars est suivi dans un centre parce qu'il craque,
il s'injecte, il ne lui dit pas un mot. Dans le centre, on le passe à 16 mg plus un neuroleptique retard. Quand il revient la voir, il lui dit ça va, oui, je suis à 4 mg, tout va bien. Ok? Le problème, il est mort. Lui, d'une overdose. Quand il décède d'une overdose, elle se culpabilise comme c'est pas possible de se dire putain, j'ai pris une bon dosage et compagnie. Et elle apprend, parce qu'il y a une petite enquête qui a été faite, elle apprend qu'il prenait. En fait, le problème, ça a juste été une histoire de communication. Mais juste ça. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que si je vous pose cette question, c'est parce que je voudrais monter un système de communication, comme il y a, vous savez, le réseau Mailis sur la Sécu, entre les spécialistes des centres d'addicto et les médecins généralistes, où on peut avoir en 30 secondes, par un mail, vous êtes le médecin traitant de ce patient, si le patient accepte. Hein. Vous êtes le médecin traitant de ce patient, je le vois, voilà son traitement. Parce que ce que vous ne savez, si vous le savez, pardon, je m'excuse, vous le savez, c'est que ces patients, nous on les revoit pour des grippes, pour des bronchites, pour des hypertensions, pour des coliques néphrétiques. Je suis d'accord. Donc vous allez vous battre avec Xavier pour faire son enquête et pour qu'on mette en place des outils. Voilà. Alors Pascal et puis ensuite. Je vais juste répondre avec une casquette de médecin, enfin de médecin Xapa. Le Xapa où je bosse, il n'y a plus qu'un médecin, il n'y a plus que moi. Donc une demi-journée par semaine à la place de 2,4 médecins temps plein, j'y vais une après-midi, je fais 13h30, minuit. Voilà. C'est en province, c'est en Haute-Marne, c'est ça? Ouais, et je suis hospitalier. La question, c'est qu'il faut pour un moment qu'on se dédouane de qui on est, les médecins addictologues. Est-ce qu'on est des médecins généralistes qui sont bienveillants de l'addictologie, ou est-ce qu'on est des putains de spécialistes en addictologie? Moi, ma réponse, c'est si on est là aujourd'hui, s'il y a un contexte, c'est comme ça, c'est parce qu'on est des spécialistes. Et je vais plus loin. J'exige de mon directeur de Xapa, j'arrive pas à avoir gain de cause. Je fais une grande différence entre un collègue de médecine générale qui dit j'en peux plus, il pète les couilles, il va bousiller la salle d'attente, machin, etc. Vous le prenez ensemble parce que vous êtes équipés et j'en veux plus, ok? Et ça me va bien. Et à la limite, j'ai pas forcément besoin de te tenir au courant, on va gérer avec l'équipe, etc. Et tu me l'envoies pour un avis parce qu'il est sous l'étalon, t'as l'impression qu'il va pas bien. Et là, moi, je dis à mon directeur de Xapa, une après-midi par mois, tu m'en mets 5, c'est des consultations d'expertise. C'est la différence d'une consultation de suivi. On doit faire les deux. Aujourd'hui, on nous demande de faire les deux. Mais où on fait notre propre temps, c'est qu'on fait ces confusions. Et je pense que le cardiologue, le cancérologue, qui va voir, il fait une chimio, c'est pas une consultation de cancer, il ne va pas gérer la même chose. Mais c'est pareil, on arrive à faire vendre l'idée qu'il y a des patients qui sont là pour un suivi, et il peut voir l'infirmière, et pour être moi je suis en délégation de tâches avec les infirmières, je leur dis à mes infirmières, avant de venir là, j'ai signé 60 ordonnances de stup pour ne pas être là cette semaine. J'en ai fait 60. On a un protocole d'évaluation. Si le patient ne répond pas à tous les critères, elle le met de côté, je le reverrai. Et je m'engage à le voir dans les 4 jours. Sinon, j'en refuse le terme, c'est ce qu'elle distribue, elle donne l'ordonnance que j'ai faite. Mais je voudrais qu'on ait des temps, maman, vous me donnez une demi-heure que je puisse faire une consultation d'expertise addictologique. Voilà. Ça, il faut qu'on se batte pour ça. D'expertise ou d'évaluation, parce que dans les XAPA, on fait à la fois de l'évaluation et du suivi. C'est deux jobs différents. Il faut faire les deux. Alors, c'est à vous, puis à Damien après. Oui, Dominique Dufay, je suis à Avignon avec Marie-Pierre, médecin addicto, et on est en train de travailler avec notre propre chef de service, de direction, de modifier un peu l'entrée dans le XAPA pour les patients qui nous seraient adressés par les généralistes. Puisqu'on a une procédure qui est un peu lourde, dans le premier accueil général, générique, après le premier accueil médical. Tout ça, ça prend 2 mois. C'est pas compris, 2 mois au moment où... En gros, entre le téléphone du patient et l'arrivée chez le premier accueil médecin, il se passe 1 mois, 1 mois et demi, en gros. C'est une procédure lourde qui a ses propres justifications, mais nous, on aimerait que notre institution accepte qu'il y ait un ping-pong avec le médecin de ville. J'ai un problème, j'aimerais ajuster une dose, ça va pas bien, il rechute, etc. Qu'on ait un va-et-vient. On milite pour ce va-et-vient. Ça rassurera les médecins et ça nous déchargera, nous, notre fil actif. On aimerait ça. Pour ça, il faut qu'on allège la procédure, c'est-à-dire qu'au niveau de l'accueil, voilà, mon médecin m'adresse, mais je ne vais pas le voir dans 1 mois et demi, je vais le voir dans 1 semaine à 15 jours maxi. Et là, on fait ce ping-pong qui n'existe pas, il faut être clair, parce qu'il y a quand même beaucoup, on reçoit des gens lourds, on n'écrit même pas au médecin traitant parce que il est perdu du médecin traitant. Les gens qu'on voit, on les généralisés. Voilà.
Mais on aimerait faire cet aller-retour, on milite pour ça, on rencontre des fois les médecins, on a du mal à les rencontrer. Mais ce n'est qu'un problème de structure. Pour éviter le délai, alors justement l'enquête va aborder ce sujet-là. En fait, alléger la procédure d'arrivée dans le XAPA pour le dialogue avec le médecin de ville. Donc alléger puis simplifier pour le médecin qui adresse un patient. Et nous, par exemple à l'émergence, l'objectif qu'on a, c'est quand il y a un généraliste qui appelle, ce qui ne nous arrive pas souvent, bon, d'abord on le prend directement au téléphone, et à ce moment-là on court-circuite, quand il y a une urgence, par exemple, le rendez-vous de premier accueil, et le médecin à ce moment-là décide de voir le patient rapidement, sur demande de l'explique à l'équipe. Ça va être oui, ce qu'on voit, même en discutant entre nous ici, c'est que les choses sont extrêmement, comme tu l'as dit au début de ton intervention, très différentes d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est quand même, 30 ans après l'arrêt de la non-substitution, c'est un peu dramatique. Ça reste toujours dramatique. Moi, j'ai travaillé pas très longtemps dans le XAPA, où il fallait 1 mois et demi avant d'avoir le droit d'avoir la première dose du méthadone, alors qu'il y avait une indication évidente. C'est-à-dire que c'était l'éducateur qui observait la personne, et je n'ai rien contre les éducateurs. Je suis d'accord. Je peux juste poser une question, parce qu'on a démarré ensemble et on a fait. Ce que tu dis, tu as raison. Aujourd'hui, un médecin généraliste qui est face à un patient, qui est en difficulté avec ce patient, c'est parfois le patient lui-même qui va dire « mais moi je ne vais pas dans un XAPA, je ne veux pas rencontrer des ex-collègues, je ne veux pas rencontrer des dealers que j'ai en bas de chez moi ». Le médecin, il est face à son malade. Moi, en cardio, en diabéto, j'ai des solutions. J'ai des solutions, je vais appeler un copain, ok, face au patient, parfois même en visio, et il va me dire on augmente son traitement anti-hypertension. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est des outils qu'on peut utiliser en... Bien sûr, on le fait. Mais il faut des mauvais exemples entre guillemets. Vous faites des consultations en visio avec des... Vous êtes chacun dans vous êtes où? Dites-nous dans quel SAPA vous êtes. Ah bon, ça allez-y, dites alors, dites. Alors on est une SAPA, donc je suis qui est SAPA hospitalier, l'autre SAPA ne prenant pas les patients sous TSO. Donc on a un monopole qu'on n'aimerait pas du tout avoir, d'où l'accueil qu'on fait aux collègues qui nous appellent, les secrétaires, on les passe en direct, les patients, on les reçoit directement. Ça, voilà, ça marche super bien. Ça marche, et ça marche dans l'autre sens parce qu'on a aussi pléthore de patients qui n'ont aucun médecin traitant. Mais ces médecins, on peut les rappeler, dire l'autre jour j'ai reçu votre patient, est-ce que vous accepteriez de prendre un tel comme dans votre patient test? Ça nous permet aussi d'ouvrir des portes dans l'autre sens, parce que moi je venais aussi dans cet atelier chercher une boîte à outils pour l'inverse. Pour l'autre sens. Et dans les outils, il y a le mail. On en parle après, j'ai une boîte à outils. C'est génial, on fait 4 lignes, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai une boîte à outils. Si la personne n'ouvre pas, si elle n'ouvre pas, je fais imprimer, j'envoie par la poste le courrier. Et ça marche. Et ça marche. Et puis il y a le mail aussi qui est mais ce sont toujours les mêmes médecins qui nous envoient les patients. Moi j'ai une boîte à outils. Damien. Merci pour toute cette présentation qui était vraiment très intéressante. Il y a deux choses malheureusement, c'est la saturation des XAPA qui est quand même très généralisée. Pareil pour les médecins généralistes, il y en a qui sont vraiment débordés. Alors Damien est à Créteil, responsable du XAPA. Et puis malheureusement il y a une tendance pour les opiacés, j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui ont succédé à des personnes qui n'avaient aucun problème à prendre en charge des personnes sous TSO et qui les voyaient tous les mois, et puis du jour au lendemain on a pu voir ces personnes qui étaient bien stabilisées être réadressées en XAPA avec la secrétaire qu'on a appelée. Non, il n'y a eu aucun problème, et le successeur il ne veut absolument pas entendre parler de TSO, et ça pose la question des pratiques de médecine générale, de la formation et de ce qu'il y a derrière. Et puis à l'inverse, il y a des médecins qui prennent en charge des personnes, et la question des mises en place de traitements par baclofène, et pour les TSO, des choses orobupré et suboxone à l'époque, et même la buprenorphine libération prolongée, les pratiques et les connaissances des médecins en termes de formation sur des choses qui sont quand même très spécialisées sont aussi très hétérogènes. Absolument. On a déjà discuté ensemble sur ce sujet, je le trouve passionnant. Si on remet le médecin généraliste dans son rôle de médecin généraliste, ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure. Moi, j'ai quelques... Mais c'est parce que je connais les gens d'XAPA, je les connais, donc c'est simple. Qui m'appelle, il me dit Laurent, c'est pas ton patient, c'est pas ton malade, mais le mec, on a détecté un cancer de la prostate. Tu le prends en charge. Moi, quand le patient vient, je ne lui passe pas un mot sur ses addictions.
Okay, et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'à ce moment, le rôle du somaticien et les jeunes médecins qui vont sortir aujourd'hui, c'est on leur dit, mais si vous ne voulez pas prescrire, si vous ne savez pas prescrire, mais si vous savez prendre une tension, vous savez examiner un bide, vous savez dépister un AVC, ok, un mec qui fume, on va vous dire, on va lui faire un scan des coronaires. Un mec qui fait de la cocaïne, on n'y pense même pas. Donc tout ça nécessite qu'on travaille ensemble sur des boîtes à outils vraies et réelles. Voilà. Et sur la formation. Alors, Laurence, oui, bon, je suis un peu ennuyé parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais donc, je suis médecin généraliste dans un centre pluridisciplinaire, maison médicale, et en fait... donc en Belgique, mais tout près de la frontière. Non, à Bruxelles. À Bruxelles, bon, c'est pas très loin non plus. Mais donc, en réalité, pour dire, nous prenons, en Belgique, il y a 60% de médecins généralistes qui ne prennent plus de nouveaux patients. Nous non plus, nous ne prenons plus de nouveaux patients, sauf s'ils sont toxicomanes. Donc, bon, mais donc, ça veut dire qu'on est sans abri. Et aussi, des centres d'addictos m'envoient à moi, alors là, c'est spécifique, des patients de prévision. Donc, je ne suis pas dans une position exactement de médecin standard, mais c'est parce que les gens connaissent comment je prends en charge. Ce que je trouve d'emblée, c'est que c'est une maladie chronique et ce n'est pas la pire. Moi, je trouve que suivre un diabète chez des patients avec un mauvais niveau social, c'est bien pire que les addictos. Parce qu'ils vous téléphonent une fois par an, ils disent qu'il faut renouveler les médicaments et ils ne viennent pas. Alors, je travaille à la capitation, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas payer, mais ça n'empêche qu'ils ne viennent pas. C'est horrible parce que ce sont des gens qui font des complications, ce sont des choses comme... Et donc, mettre l'addicto comme quelque chose de repoussoir, je trouve ça choquant. Comme quelque chose de repoussoir. Alors l'addicto, je pense qu'il y a une question aussi d'expérience. C'est vrai que quand j'ai des jeunes assistants, parfois je vois le patient, tu lui as demandé ça, tu sais bien qu'on va se prescrire de benzo, mais il essaye. Donc en fait, c'est vrai que quand les gens sont un peu plus jeunes, les prestataires, il y a des tentations qui se font chez des patients qui n'arrivent pas chez moi, parce qu'ils savent bien que c'est inutile. Et donc, en fait, il y a toujours ce côté cadrant qui est rassurant pour les patients. Et à partir du moment où le patient est jeune, il y a quelqu'un qui débute en addicto, il va se retrouver à devoir franchir ses limites et parfois ça ne va pas aller. C'est ça qui fait aussi qu'il y a des gens qui ont essayé et puis ça n'a pas marché, mais c'est aussi un manque d'expérience. Il faut commencer avec un encadrement. Alors, l'autre point sur les rapports, et ça, bon, en Belgique, la majorité des prescriptions sont électroniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas la partie du logiciel et sont envoyées à un serveur et le pharmacien le sait. Donc, au point de vue des prescriptions, on a une sécurité absolue. Je dirais que tout est informatisé, c'est-à-dire que si un médecin voit un patient en hospitalier, ça peut être aussi, il y a un rapport qui est déposé. Et si le patient donne son consentement à ce que je puisse échanger, que j'ai un lien thérapeutique avec lui, je peux voir tous les rapports. Je pense que c'est ça le type de solution qui doit être mis en place, parce que ça lève l'ambiguïté. Je comprends bien qu'il y a parfois des patients aussi en matière de sexualité qui ne veulent pas que ceci ou ça, mais là on leur demande, et donc à ce moment-là tout est partagé, et c'est un confort énorme. Moi je suis d'accord. C'est ça, voilà. Et puis moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que les addictions, parce qu'il ne faut pas se polariser sur les PSO, il faut savoir qu'en XAPA, maintenant, le premier produit à l'origine de la demande, c'est l'alcool. Ça a beaucoup changé le visage de XAPA. À Émergence, quand ça a été créé en 1991, c'était la méthadone, parce qu'il y avait un gros manque d'accès à la méthadone en phase d'épidémie de sida. Au fil des années, ça a complètement changé. Les XAPA, d'abord, il y en a eu plus qui sont ouverts. Il y a des généralistes qui ont pris en charge pas mal de patients. Et finalement, c'est l'alcool qui est arrivé comme premier produit. Et aujourd'hui, c'est ça qui envahit nos consultations. Donc ça veut dire que c'est vraiment de l'addiction globale. Et puis on a aussi la cocaïne qui augmente. C'est une augmentation dans les demandes. Et c'est vrai que ce qui compte, moi je trouve en médecine générale, mais c'est vrai aussi que ça passe, c'est l'alliance qu'on crée avec le patient. Parce que c'est vrai que quand on reçoit un patient
qui a des problèmes d'addiction, mais qui est aussi impatient, qui a aussi des problèmes de santé, ce qui compte, c'est le lien qu'on va créer avec lui. Et c'est vrai qu'on est parti pour une certaine durée, mais en même temps, c'est d'une richesse inouïe, parce que le patient, il va nous confier plein de choses. Moi, je dis souvent que tout ce que nous disent les patients, c'est un cadeau qu'ils nous font. Tout ce qu'ils nous confient sur leur histoire de vie, leur histoire familiale, c'est des choses avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et moi, je veux dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il y a certains patients diabétiques qui sont très difficiles, pour qui on s'égosille à parler de modification des habitudes alimentaires, puis on voit que l'hémoglobine glycée, elle arrive toujours à 8%, 8,5%. On a l'impression qu'on patauge dans la snoub, et c'est pas forcément plus gratifiant comme consultation. Et là aussi, on est en échec. Il y a plein de patients, je veux dire, des patients qui sont obèses, pour qui on arrive à rien faire bouger, il a beau avoir fait un bypass, le problème de bouger. Donc en médecine, finalement, il y a plein de situations où on se retrouve comme ça, soit en inertie thérapeutique ou en échec, et je pense que les addictions, c'est une de ces situations. Et donc je pense que le généraliste, il a, du fait qu'il rencontre déjà ce type de situation, même s'il y a une spécificité dans d'autres pathologies, je pense qu'il est comme l'asthme, c'est pareil, des gens qui ne prennent pas leur traitement, qui sont toujours en crise. Donc je pense qu'il a une certaine expérience des difficultés d'observance, même l'hypertension. Combien de patients sont toujours à 17-18, et on sait que l'observance, c'est souvent à peine 50% dans l'hypertension. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte ces éléments, et que de toute façon on ne pourra s'en sortir que par le lien qu'on crée avec le patient. Et puis après, effectivement, il y a la question des outils. C'est vrai que si on oriente la patient, il est clair qu'il ne faut pas que le patient ait l'impression qu'on se débarrasse. Et moi, par exemple, en médecine de ville, je trouve qu'on peut orienter dès la première consultation. Mais souvent, c'est compliqué parce on a passé un certain temps, peut-être que c'est à la consultation suivante qu'on va orienter. Il ne faut pas que le patient ait l'impression que ça y est, on lui donne un numéro, on arrête. Parce que si vous prenez la comorbidité psychiatrique, on a quand même bon nombre de patients qui sont concernés par ça, c'est pareil. Aller orienter un patient au CNP pour un problème de psycho, il y a des patients pour qui on a toutes les peines du monde, parce qu'il y a des difficultés d'accès aussi, etc. Donc ça veut dire qu'on connaît ces problématiques dans d'autres pathologies, et je pense que pour les addictions, il faut qu'on œuvre de la même façon, et que par contre, il y ait effectivement beaucoup plus de fluidité qui puisse se faire avec l'Exapa, et que le généraliste, effectivement, puisse sentir qu'il a un soutien quand il appelle. Et alors c'est vrai qu'il y a un jeune, je ne sais pas, moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir des jeunes, c'est peut-être lié au 13e, d'avoir des jeunes qui finalement s'intéressent à tout et n'ont pas de préjugés quand ils appellent l'Exapa, mais ça dépend des endroits. Oui, deux remarques. Il faut rester très pragmatique, je crois aussi. Il y a deux pistes qui me semblent intéressantes dont vous avez parlé, j'ai des questions par rapport à ça. La question de considérer la consultation comme une consultation longue. Je ne sais pas comment on le dit ou comment ça peut se passer. Où est-ce que ça a mis cette histoire en France? Parce que ça me semble très très important, ça c'est du point de vue pragmatique, et ça peut être une porte d'entrée pour que les gens puissent aussi s'intéresser. Il y a la question de l'étude en ce moment qui revient dans les issues sur tous les endroits, et ça il faut y aller très fort. Je ne sais pas qui c'est qui représente qui pour que ça puisse être remonté aux plus hautes sphères, mais ça c'est très important. Et la deuxième chose très importante pour l'Exapa, c'est de pouvoir bénéficier, mais vous avez déjà évoqué ce problème, des internes en dernière année, pour, à la fois pour pouvoir les former, qu'ils soient intéressés, et que ce sont eux qui seront les premiers à vouloir être recrutés dans l'Exapa s'ils ont de bonnes sensations et de bonnes expériences là-dedans. C'est deux choses que je voulais aborder avec vous. Où est-ce que vous en êtes de tout ça? Par rapport à la consultation, je suis d'accord avec toi, c'est de partir un petit peu des idées qu'on avait ensuite pour le plaidoyer à faire. Il faut qu'on œuvre là-dedans, pour les médecins généralistes, même avec ça pas aussi. Mais ça a avancé. Ça a avancé. Oui, si on fait rentrer les patients addicts dans les maladies psychiatriques chroniques, on peut avoir une consultation à 45 balles. Voilà, mais il faut que ça rentre. Voilà. Mais il faut les faire rentrer dans une démarche. Mais je pense que ça va passer. J'en suis sûr. Sûr. Et les gens qui font des stages? Alors les internes, en fait, c'est chaque Exapa
qui... Jusqu'à maintenant, moi j'ai fait des demandes et tout ça bloquait beaucoup. Hein. Alors est-ce que ça dépend des régions? Alors ça, je pense que ça dépend. Ça dépend des ARS. Ça dépend des. Voilà, exactement, ça dépend des régions. Et tu vois, on en a des. Chez toi? Alors moi j'en avais, mais comment ça se passe? J'avais des internes qui venaient quand même faire des jouets. Je suis restée 1 an sans, on m'a donné 1000 explications, j'ai bien compris pourquoi ça bloquait, mais que ça allait revenir. J'entends toujours. Ça bloque au niveau de l'université. Alors pour ta question, parce que comme c'est une question précise... Non mais c'est sur ce sujet justement. Non mais sur la convention, donc nous, en fait, nous à Émergence, on a un interne SASPAS qui est venu et qui a pris ensuite des vacations ensemble, parce que c'est vrai qu'en général, quand ils viennent, ils prennent le virus de la vidéo, parce que ça les intéresse, c'est ça. Il a pris les vacations, et en fait, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut quand même une précision. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un médecin généraliste qui reçoit déjà un interne SASPAS, de médecine générale, et donc lui proposer qu'il puisse faire en fait un temps partiel dédié au choix du journée en SAPA. Et en fait, il faut faire, on appelle ça une convention satellite, on pourra vous adresser le modèle, il faut faire une convention entre le généraliste de SAPA et le département de médecine générale de la fac, et ça fonctionne. Alors évidemment, ça dépend du département de médecine générale. Il faut avoir des médecins généralistes pour les SAPA? Ah oui, il faut qu'il y ait un généraliste tuteur, c'est normal, parce que c'est dans le cadre de sa formation généraliste, il faut qu'il y ait un généraliste tuteur dans les SAPA. Non mais je pense qu'il peut y avoir éventuellement un généraliste extérieur avec des revenus ponctuels au SAPA. Ouais, merci. Je voulais intervenir par rapport à la formation. Bon, moi, je reste optimiste. Alors, je suis à Toulouse, je suis un SAPA associatif. Et donc, on a mis en place plusieurs choses. Mais c'est certainement pas... Il y a certainement d'autres endroits où ça se fait. On fait un module d'addicto pour les internes en médecine générale. Et à ce titre, il y a une intervention sur le XAPA. Qu'est-ce que c'est que le XAPA? Enfin, tous les dispositifs médico-sociaux. Vous faites où? À Toulouse. Non, mais vous aux internes, à la fac de... Ah, vous allez à la fac? Oui. C'est les collègues du DEMG qui nous ont demandé de venir faire ça. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'échange. Donc on leur communique sur... ça s'est élargi à la question de la réduction des risques et de tout ça. Et à la suite de ce moment-là, on leur propose de venir en stage au XAPA sur leur temps des stages annexes. Ils appellent ça les stages annexes. En fait, ils ont des jours off. Je ne sais pas si ça se fait partout, des jours off pendant qu'ils sont en SASPAS où ils peuvent aller voir n'importe quelle spécialité ou structure médico-sociale. Et donc à ce titre-là, on a beaucoup de demandes d'internes qui veulent venir. Donc ils viennent au CARUT, ils viennent au XAPA, ils viennent passer la journée avec nous. Ça se fait très facilement, on fait une convention pour que tout soit OK pour tout le monde et c'est très flexible pour tout le monde. Mais quand même sur la formation, je pense qu'il y a vous soulevez 2 problèmes. Il y a le problème que les généralistes puissent savoir comment, qu'est-ce que c'est que le vaste monde médico-social de l'addicto et comment ils peuvent travailler avec nous. Et il y a la question de recruter des médecins généralistes futurs addictologues. Et pour moi, c'est pas le même niveau de réflexion en fait. Et donc, je pense que les outils ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, pour ce qui est de sensibiliser les futurs généralistes à ce que c'est que, à la manière avec laquelle ils peuvent nous solliciter et à venir au XAPA, à venir consulter avec nous, avec les travailleurs sociaux, à se rendre compte qu'ils peuvent bénéficier du service du XAPA sans nécessairement passer par le médecin, qu'on n'est pas sectorisé. Enfin, c'est plein de petits détails qui en fait font que on se rend disponible beaucoup plus facilement par téléphone. Et par ce biais-là, ça les rassure énormément pour prendre en charge des patients qui ont des problèmes. Moi, je partage une fois, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour qu'il n'y ait pas de médecin généraliste addictologue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit tu es addictologue et tu vas devenir ce que disait Pascal, un immuno, soit tu es un médecin généraliste, un patient qui est en souffrance et tu fais, voilà. Oui, et après sur la question du réseau, je vais laisser la place, il y a quand même aussi la question des microstructures. Alors c'est pareil, en Occitanie, on a beaucoup de microstructures en addicto, et c'est un outil vraiment hyper précieux pour nous, pour les patients en priorité. Alors titre de mots, c'est une structure qui est basée sur un cabinet de médecine générale, qui permet d'avoir un temps partiel d'assistante sociale et de psychologue au cabinet, avec aussi un temps de synthèse qui rémunère au généraliste. Voilà. Et en fait, donc en Occitanie, il y en a beaucoup. Et notre collègue Jean-Paul Boy, que vous connaissez, qui est à l'échelle addiction, il a beaucoup œuvré
ça se développe. Et en région parisienne, il y en a 25 qui ouvrent, voilà. Ça a été mis en place depuis l'an dernier. Donc c'est vrai que ça donne des possibilités. Alors beaucoup en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis. Donc ce sont des outils, parmi la boîte à outils justement, qui pourront servir de fer de lance pour les autres. C'est vrai que ça c'est important. C'est plutôt des billets de groupe éventuellement ou c'est... Comment? Les 25, c'est ouais. Mais ça peut être un généraliste tout seul, mais c'est souvent des cabinets de billets. Bonjour, alors désolé d'être arrivé en retard, je vais tout faire. Vous allez être sanctionné. Ouais. Déjà, il n'y a plus d'avion. Alors, je m'appelle Charline, je suis médecin généraliste installée à Lille et je suis également addictologue et je travaille en XAPA et je travaille également en CARUD depuis 6 ans où je fais de la RDR et de la médecine générale. Alors, nous, il y a généraliste et addiction Hauts-de-France et j'anime les interventions au XAPA Boris Vian et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je me suis formée en tant que médecin généraliste parce qu'au cours de mon internat, j'avais vraiment rien. Mais bon, ça remonte quand même à il y a 10 ans. Et donc pour dire que déjà ces interventions, c'est génial, c'est des regards croisés de tous les professionnels, que ça peut être le pharmacien de ville, l'assistante sociale, les juges dans un foyer, tout ça, les addictos du XAPA, les psy. Et c'est vraiment hyper riche, et je crois que c'est un outil qui est en or. Et deuxième chose, je sais qu'à Lille, pour le coup, il y a des internes de médecine générale qui viennent au XAPA, ça c'est clair, ils ont vu à chaque fois. Et moi, j'ai pris des cadres dans mon cabinet pour leur stage de 5 semaines là, et j'ai réussi à avoir l'autorisation de les emmener avec moi au CARUD et au XAPA. Donc voilà, je trouve que c'est des choses quand même assez positives, mais effectivement, tout au début, moi quand j'ai repris la patientèle de ce cabinet, il y avait énormément de patients sous TSO, il a fallu, c'est pas évident quoi, hein. Et puis après, le besoin d'aller en XAPA, c'est quand même aussi parce qu'on est quand même très seul en ville et qu'on a beau se faire un petit réseau, il y a un moment sur une consultation d'un quart d'heure, appeler pour enlever les punaises de lit chez le monsieur parce qu'il ne sait pas lire, pas écrire, refaire ses papiers, il a plus de ses et tout. Donc ça, de sa part, trouver du travail d'équipe, ça va beaucoup plus bien. Mais voilà, c'était une petite intervention. Ouais, merci beaucoup de ce témoignage, c'est bienvenu. Et MG Hauts-de-France, si on se sent connecté avec MG Addiction, on va rencontrer bientôt Antoine Canard. Un autre point de vue, du coup, qui n'est pas médical. Je suis coordinateur et infirmier à l'espace à la Porte de la Chapelle pour les usagers de crack. Moi, j'oriente, par chance, j'oriente pas beaucoup de personnes pour vous sur les MG qui n'ont pas pris en charge. Pour autant, c'est vrai que ça me touchait cette histoire de. J'oriente pas pour des TSO. J'oriente pas pour des TSO, du coup, examiner les patients, ça reste dans moi parce que j'oriente toujours avec un courrier et c'est toujours pour des problèmes connexes ou en dehors de la consommation chez les consommateurs. Ça m'est pas facile de choisir un médecin généraliste vers qui j'oriente. Bon, je commence à avoir un petit peu de réseau dans le parce que forcément 200-300 personnes par jour et moi je vois entre 30 et 50 patients par jour en gros. C'est plutôt de la médecine d'urgence, mais ça peut être des grossesses, ça peut être des... Enfin, voilà. Je vise chez MG du coup soit des centres soit sécurisés et s'il y a des infectiologues, ça me tire. Je ne sais pas qui est un addictologue, mais déjà s'il y a des infectiologues, je sais que un peu s'il y a des infectiologues, ils sont un peu plus habitués au profil de mes patients. Et ça m'arrive quand même que les patients ne soient pas auscultés ou pas examinés. C'est pas si fréquent, mais même dans des consultations spécialisées en pneumo et tout ça, parce que la gale, parce que je comprends, c'est des réalités de terrain, mais c'est plus lié à la précarité des personnes que à l'addiction. Alors bon, les deux sont liés, je suis d'accord, mais voilà, après c'est un problème très spécifique, dans une géographie très spécifique, c'est pas du tout généralisable à la France entière, mais probablement que l'utilisation de crack et la précarité périurbaine, ça va être quelque chose de grandissant. Et les MG, pour moi, vont avoir une place grandissante aussi. Le crack et la cocaïne, on va pas se poser de questions, il n'y a pas de traitement à donner pour ça. Par contre, tous les problèmes connexes, c'est énorme. C'est énorme au niveau pulmonaire. Et ça, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir ce niveau-là. Bien sûr. Mais moi je me souviens d'un débat qu'on avait eu
à la THS il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, on se posait déjà cette question, est-ce qu'un patient addict qui vient voir un médecin généraliste est obligé de lui parler de son addiction? Ok. Est-ce qu'un patient qui a mal au ventre, c'est obligatoirement sa vente de banque? Est-ce qu'un patient qui prend de la cocaïne et qui a une hypertension artérielle, on peut le prendre en charge et dépister un AVC chez lui? Si je vous raconte ça, c'est que nous, on est en train de discuter avec le ministère pour avoir une répartition des tâches très fléchée entre les médecins généralistes qui vont dire oui, d'emblée, je le prends en charge globalement. Non, c'est ça la boîte à outils. Je ne veux pas m'occuper, je ne sais pas m'occuper des addictions. S'il vous plaît, mettez-moi un confrère avec qui je bosse. Mais moi, sur un plan somatique, je m'occupe de ce patient. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans l'échange. On est obligé. Moi, si je mets ce patient sous psychotrope, il faut que vous le sachiez. Si je lui donne un médicament qui va bloquer un récepteur, vous voyez ce que je veux dire. Et donc de mettre des réseaux en place, des vrais. On avait même pensé à l'époque à des réseaux WhatsApp. Ça a été créé dans le nord de Paris, avec Beaujon. On avait fait ça sur les hépatites, ça n'a pas marché. On avait pensé ça. Et le troisième point, je ne veux pas le prendre en charge. Pour une raison qui me regarde. Il a droit. Ok. Et comment je regarde. Ces questions-là, on en parlait hier avec Pascal, ces questions-là, on n'en parle plus dans les congrès. On n'en parle plus dans les... On n'en parle plus de pratico-pratique, on parle beaucoup des récepteurs, des machins, voilà. Et moi, j'aimerais aujourd'hui, si on veut faire revenir les médecins généralistes dans le champ des addictions, il faut leur parler de leur pratique et de leurs vraies difficultés. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de XAPA aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins dans les XAPA aujourd'hui, on peut faire un travail en lien, comme avec tout spécialiste. Et si cette enquête que tu vas faire peut remonter ça aussi, moi je suis prêt à m'adosser sur cette enquête avec une enquête de MG pour connaître vraiment leurs demandes, et peut-être qu'on va avoir un pourcentage de médecins généralistes qui vont dire mais moi je suis tout à fait d'accord de m'occuper de la gynéco, de m'occuper de machin de mes patients, mais s'il vous plaît qu'ils ne me parlent pas ni des psychotropes ni des psychotropes, je comprends rien. Mais vous imaginez que si on arrive à ça, c'est ce que tu disais aussi, hein, si on arrive à ça, il y a certainement des médecins généralistes jeunes qui vont arriver, qui vont prendre en charge le somatique, et qui petit à petit, comme tu racontais ou pas, vont rentrer dans le champ des addictions et peut-être devenir... Si on veut d'emblée dire, vous allez être des héros de la dictologie, le mec à 30 ans, il sort de la fac, il va s'installer, alors toi t'es un cas rare quand même, parce que tu reprends une clientèle, une patientèle, déjà avec... tous les médecins ne font pas ça. Et on leur dit en même temps, vous allez vous former, vous allez prendre en charge. On va se retrouver dans 10 ans ici, enfin, peut-être pas, bon, on va se retrouver dans 10 ans ici, on va parler de la même chose. Donc si une enquête comme la tienne, si une enquête comme la tienne, si un élan machin, nous on est prêts à aller lancer non plus des travaux, des études, pas du tout, mais une espèce de boîte à outils pratique qu'on va essayer de tenter, d'essayer dans certaines régions, et voir si ça fonctionne. Si vous êtes d'accord, moi je vous livre le boulot, moi je ne veux plus rien faire, mais si vous êtes d'accord, ça arrive. La change les formes, pas vite fait, on fait un truc vite fait pour leur donner des cas qu'on suit. Fait, mais bien fait. Mais en tout cas, aller à l'essentiel de ce qu'elles vont voir pendant que... Donc t'acceptes de faire ce travail avec nous, toi. Quand tu viens, tu fais rien, tu bosses pas. Oui, mais toi, t'as 34 ans, t'as le temps. Je sais, moi je suis proche de la retraite. Tu as raison. Non, ce que je veux dire, on sait... Je suis le vieux con, justement. On est tous de la génération 1996 et du Subutex et de la buffrésie gésique, etc. On est, dans l'histoire de la médecine, on est des médecins qui sont nés d'un médoc. Exactement. Et c'est pas le contraire, quoi. La tuberculose, elle était là, il y a eu les antituberculeux. La dito, elle était là avant qu'on ait le Subutex. On la voyait pas, les médecins généralistes, ils les voyaient, ces patients-là. Ils crevaient, ils avaient des sida, etc. Et on s'est laissé embarquer là-dedans. Et moi, j'ai pris la tête avec Jean-Pierre comme ça. Non à un THS où on vient mettre une substance et un médoc en face, quoi. C'est pas ça la THS. On est des médecins du comportement. Et je veux dire, ça rejoint la question de Juliette. Le crack, j'ai pas de traitement. Et putain, mais mon patient, je m'en fous qu'il y ait un traitement ou pas. Tu viens parce que tu as un comportement. Le patient qui a mal au bide, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il prenne un produit ou pas? Il a mal au bide, c'est le symptôme qui m'envoie. Et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe à ne pas nous laisser embarquer dans une médecine de traitement centrée sur des médicaments où ce serait je sais pas manier la méthadone donc je ne prends pas. Mais putain, il a une hypertension, tu le gères quoi. Et donc tu proposes quoi? Donc on est entièrement d'accord. Tu es d'accord pour remonter un truc et bien sûr. Je n'ai pas dit. C'est chiant, comment ça existe? Et par rapport à ça, on le fait.
Pascal, c'est à la fois une addiction, donc un problème de maladie chronique, effectivement, comme Laurent le disait tout à l'heure, et un problème comportemental. C'est bien la difficulté de l'addiction. Et d'ailleurs, le patient, il peut aussi avoir des problèmes d'addiction à d'autres choses, à des addictions sans produit, parce qu'il peut à la fois avoir un problème d'alcoolodépendance et être addict aux jeux de hasard et d'argent, on en a plein, et donc on va parler de ça aussi avec lui, quoi. Donc c'est vraiment, on est vraiment... Je peux me permettre, Xavier, un truc sur lequel je n'étais pas trop d'accord avec toi, mais on peut en débattre. Sur ça, non? Juste avant, quand tu parlais de l'échec, de la prise en charge, du médecin qui est lui-même en échec par rapport à la prise en charge, moi, quand je suis en échec avec un diabétique ou un hypertendu, je dors bien la nuit. C'est pourquoi je dors bien la nuit? Parce que je pense que je connais un peu le diabète et l'hypertension, et je me dis, tiens, c'est un mauvais malade. Il mange du sucre, il ne vient pas boire, enfin tu vois ce que je veux te dire. C'est ce que je te dis est faux, mais c'est une réalité en médecine générale. Quand je suis face à un patient addicté et que je n'ai pas été formé aux addictions, d'accord, je suis dans un échec par rapport à ma formation, je suis dans un échec par rapport à ma connaissance. Donc en fait, c'est plus le patient qui me met en échec, c'est moi-même qui suis en échec par rapport au fait que je ne sais pas. Et si ce médecin ne lui donne pas la possibilité d'emblée de dire on va vous aider, je vais vous orienter parce qu'on va pouvoir vous aider par rapport à votre échec que vous mettez en place, par rapport à la formation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a fallu, d'abord vous avez pris votre patient, et puis ensuite vous avez été dans l'Exapa, vous êtes formé, et aujourd'hui vous faites partie de ces médecins-là. Mais ce chemin-là, qui est ce chemin des vieux combattants, entre guillemets, demain, après-demain, les jeunes qui sortent, ils ne veulent plus de ce chemin-là. Alors c'est vrai, il y a quand même un point qui me paraît capital qu'on n'a pas évoqué, ça a été dit un peu, c'est sur le terme de bienveillance, parce que je pense que quelle que soit la situation, ce qui compte quand même avant tout, c'est la posture dans laquelle est le médecin. Et il faut reconnaître que tous les médecins ne réagissent pas de la même façon, parce que c'est pareil face à un précaire, face à un migrant, face à une personne âgée, c'est soit le médecin, il a une posture de bienveillance, d'écoute, de neutralité bienveillante, c'est ce dont parlait Jean-Pierre Pontier, qui est souvent un des pionniers des années 80, et à ce moment-là, il va faire du bon travail, gérer quelle que soit la pathologie, soit effectivement, il se considère comme un technicien de la santé, et puis surtout, il ne veut pas être à l'écoute des problématiques sociales, psychiatriques et autres, et sociétales, et là, à ce moment-là, effectivement, il ne va pas faire du bon travail. Et moi, ce qui me semble important, c'est justement de repérer, parce que heureusement, il y a quand même beaucoup de praticiens qui sont dans la première catégorie, avec qui on veut travailler. Les gens qui sont dans le rejet, etc., honnêtement, je pense qu'ils ne font pas de bon travail avec les problèmes des patients qui ont des problèmes d'addiction. Donc, il faut qu'on puisse repérer les praticiens qui sont dans la première catégorie, qui quand même, je pense, sont en majorité, effectivement pouvoir les accompagner, les aider, mais je dirais qu'eux-mêmes, quel que soit leur niveau, parce qu'on est tous, on a tous un niveau d'incompétence par rapport, en médecine c'est toujours compliqué, on est toujours surpris par la situation qu'on a, même si on est formé, etc. Donc je pense que si déjà le médecin il a cette posture de bienveillance, d'ouverture d'esprit, etc., il va créer les conditions de l'alliance. Et déjà, la prise en charge commence. Et même si ce sont des mini, ce qu'il a fait, c'est déjà très important parce qu'il a permis aux patients de livrer. Regardez le problème d'alcool. Combien il y a de médecins généralistes qui n'abordent pas la question, pour qui le patient n'aborde pas la question parce qu'il pense qu'il a peur de froisser le médecin, enfin de décevoir le médecin, et le médecin n'en parle pas parce qu'il a peur de froisser son patient, et on va comme ça jusqu'au stade des complications, jusqu'à la cirrhose. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Il faut que ça puisse changer. C'est-à-dire qu'il faut que le patient puisse parler d'alcool, comme il parle de tabac, comme il parle de sommeil, etc. Parce que sinon, on va à la catastrophe. Et je dirais, à partir du moment où le médecin il est là dans une posture d'ouverture, il aborde ces choses-là de manière simple, non culpabilisante, et déjà il avance. Et même si après il est amené à orienter, sa première consultation, elle aura été utile. Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous dites, parce que je suis d'accord avec vous. Je suis intervenue, il y avait une journée cocaïne à Lille avec la Fédé Addiction, et on m'avait demandé d'animer un atelier de première ligne, comme je t'en mets médecine générale. Et voilà. C'est un beau jeu de mots. Comment? Les premières lignes pour de la coke, c'est... Ils ont beaucoup d'humour. Et il y avait beaucoup de médecins du travail dans mon atelier, et j'ai été vraiment surprise parce que il y avait des réflexions du type « Ah oui, ben moi je demande vite fait, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous prenez des drogues ?» Et je suis quand même bien contente quand ils répondent non parce que je ne saurais pas quoi en faire. Et je crois qu'il y a vraiment quand même malgré tout, quand on n'est pas formé, on a beau être bienveillant, on a beau être machin,
si on ne sait pas quoi en faire, effectivement, on ne va pas ouvrir et on ne va pas les laisser. Et jamais ils le diront. Donc, autant de pas poser la question. Après, ils sont obligés de travailler. C'est évident, hein. Dans le monde de données, l'information, c'est essentiel aussi. Alors, Laurence, je voudrais dire, je voudrais illustrer l'histoire. J'avais un patient qui était bien stabilisé au bout d'une quart d'heure, et il venait à pied. Il habitait loin, et il m'a dit pourquoi tu viens à pied? Et il dit, mais écoute, chaque fois que je vais dans le bus, je me retrouve au terminus. Puis je fais le questionnaire de l'apnée du sommeil, il avait 3 partout. Et donc, pendant 4 ans, je lui ai dit, mais tu as été voir faire la mise au point de l'apnée du sommeil. Non, mais je vais le faire, je le fais. Et puis, sa compagne l'a retrouvé mort. Et donc, je suis persuadé que c'était ça, évidemment. Et le problème est que, je dis sur ça parce que je me dis, quand on a des patients en addicto depuis longtemps, mais il y a de la médecine redoutable qui se met en place et finalement, on fait beaucoup de la médecine très somatique avec ces patients parce qu'ils sont fragiles par le passé. Et enfin, bon, c'est... Tu as raison. Tu as raison. Après, se pose vraiment la question du repérage. D'accord? La question du repérage, c'est qu'aujourd'hui, quand vous demandez à des médecins généralistes, sur 10 minutes de consultation, sur un patient qui vient avec une demande précise, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, je ne peux pas marcher, enfin une demande précise, sur 10 minutes, vous faites un interrogatoire. Sur les questions des addictions, sur l'interrogatoire, c'est le tabac. Il la pose sans aucun problème. L'alcool, fait un peu serré. Mais alors le cannabis, ils n'en parlent pas une seconde, d'accord? C'est une histoire d'âge. Un jeune, 18 ans, lui pose la question. On ne peut pas fumer du cannabis en a 50 années. C'est impossible. La question ne la pose pas. D'accord? Et donc en fait, en termes de repérage, c'est impossible aujourd'hui d'aller faire véritablement un repérage des addictions. Ce que moi j'appelle des addictions cachées, c'est-à-dire qu'on va venir avec son signe clinique, mais pas avec le produit. Okay? Il faut une formation de dingue pour ces médecins. Pour aller repérer que de mal dormir, c'est peut-être pas l'apnée du sommeil, peut-être qui prend des produits. Donc ce temps-là, il nécessite des compétences avec nous. D'accord? Et moi, si j'adresse des patients vers des centres d'addictologie, le problème que j'ai, mais vraiment le problème que j'ai, alors que ça fait 30 années que je travaille là-dedans, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que j'arrive à convaincre mon patient. Que je ne le vois pas là-bas parce que c'est de nouveau un toxico-border qui est... Non, je le vois là-bas parce que moi je suis à court de mes compétences. J'arrive pas à faire plus. Que j'envoie là-bas parce que peut-être qu'on a besoin d'être 2 ou 3 pour lui. On a besoin d'une armée alors qu'avant on avait peut-être besoin d'être seul. Mais le discours que je vous tiens, il y a peut-être 10% des patients qui l'acceptent. Et les autres, c'est non, mais pas du tout, ça va très bien, au revoir, je reviens le mois prochain. Et moi, vous m'amenez dans un centre machin. Et tout d'un coup, j'ai travaillé avec un centre, avec Monte Cristo, avec un centre où le médecin qui t'accompagne, je lui dis, t'acceptes des visios ou pas? Et il a accepté. Et pour certains patients qui ne veulent pas aller dans le centre parce que ça les ramène à quelque chose, on se fait une consultation à 3. Le copain n'est pas payé. Parce que c'est un vrai problème. Quoi. Le copain n'est pas payé. Moi, la consultation, elle dure mais un temps, mais j'en peux plus. Et la salle d'attente se remplit. Donc, il y a des solutions. Je suis sûr qu'il y a des solutions pour sortir le médecin généraliste de l'isolement par rapport aux patients addicts. Voilà. Oui, ça fait partie des outils. Alors, il nous reste un petit quart d'heure là pour d'ici la fin de l'atelier. Est-ce qu'il y a voilà, des collègues qui n'ont pas parlé, qui voudraient vous poser une question, faire une remarque sur à la fois ce projet d'enquête et puis sur ce qui se passe en médecine de ville? Oui, vous n'êtes pas venu pour rien. Non, parce que pour le coup, depuis que j'ai eu mon diplôme d'addictologue, je me suis dit à un moment sur Doctolib, je vais tenter le coup parce que ça me plaît vraiment en plus, voilà, et je vais mettre le motif addictologie. Mais c'est hallucinant, je l'ai fermé. En fait, il y a toute la ville qui m'a envoyé, et les patients d'eux-mêmes qui sont venus. Alors, non seulement il y a des patients à moi qui ne m'avaient jamais parlé d'addiction, qui, comme ils ont vu que j'avais ce motif-là, ils se sont mis à m'en parler. Alors, c'était génial. Mais sauf qu'après, il y a des gens qui sont venus partout, des gens qui n'auraient jamais poussé la porte, etc. Le problème, c'est qu'on va parler cotation. Moi, j'ai le droit de... J'aurai le droit de faire une consultation spécialisée, payer 2 fois, machin. Mais sauf que le deal, c'est que je ne dois pas revoir les patients dans 3 mois, parce que j'ai donné un avis ponctuel spécialisé. Alors si quelqu'un vient me dire je vais arrêter l'héroïne, je ne vais pas lui dire reviens dans 3 mois. Je code 25 €, je les vois 45 minutes. Donc en fait, j'y arrive pas. Mais c'est dommage parce que
Ben oui, ça renvoie à la problème de la Mais c'est pas du tout la même population que et les médecins généralistes qui s'installent comme addictologues en ville, il y en a quand même un certain nombre dans les grandes villes. Et en fait, ils ont un boulot. Ben à Paris, par exemple, ceux qui s'installent, en quelques mois, ils ont un boulot fou. Ils s'installent plus addictologues? Oui, comme addictologues. Pourquoi? Parce que les gens, il y a énormément de demandes maintenant en addictologie. Même au XAPA, on a énormément de demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Et en fait, ils vont sur Internet, ils voient un médecin addictologue, ils s'appellent. En plus, c'est plus accessible qu'un XAPA. Et ils sont débordés tout de suite. Mais simplement, là, évidemment, il y a un dépassement d'honoraires, il y a un tarif, mais ça montre qu'effectivement, dès qu'on dit le mot addictologie, il y a plein de noms. Ça a été fait aussi par les psychiatres. Je sais qu'il y a des psychiatres qui racontaient que quand il y a eu le baclofène, vous savez, qu'il y a pas mal de médecins qui ont mis les patients sous baclofène, à la fois des psychiatres, beaucoup de psychiatres qui ont joué le jeu, et puis des médecins généralistes, addictologues. Il y a des psychiatres qui m'ont raconté qu'ils ne parlaient jamais d'alcool avant à leurs patients. Et du jour au lendemain, quand il y a eu le baclofène, ils ont mis dans leur salle d'attente, votre psychiatre s'occupe aussi de problèmes d'alcool. Et là, ils ont eu des tas de demandes, des patients qu'on n'avait jamais parlé avant. C'est pas ça. Et s'il n'y avait pas le produit avant. Et donc, voilà, c'est le produit qui nous fait. C'est vrai, à partir du moment où on évoque la question. Alors, oui, je vous en prie. Ça m'évoque quelque chose. Moi, j'étais généraliste pendant longtemps en vendeuse d'addicto. Je m'interroge comment faire pour que les confrères généralistes aient un intérêt à s'occuper des patients toxiques. Parce qu'ils mentent toute la journée, ils sont agressifs, et ceci, cela. Toutes ces images-là, ils ne respectent pas la salle d'attente et tout ça. Comment faire pour leur expliquer que c'est des gens complexes, qui correspondent exactement à la médecine générale, qui ont des problématiques. On est au carrefour de la psychiatrie, de la médecine générale, de la médecine sociale. Et ce sont des gens qui sont vivants, qui sont énergiques, etc. Il y a quand même, c'est pour ça que je fais ça. Hein. Mais je veux dire, comment leur faire comprendre qu'il y a une infrastructure, il faut prendre des rendez-vous, il faut qu'ils respectent le cadre du cabinet, etc. On ne peut pas faire ça le soir, à 7 h du soir, avec la carte vitale d'un côté, l'ordonnance de l'autre, et hop, ça ne marche pas, ça. Mais ce n'est pas des gens qui font peur, il y a des relations qui se filent comme les autres patients. Comment leur faire comprendre ça? On a déjà fait des formations comme ça, les gens sont surpris, parce que quand un tox est agressif, il n'est pas agressif parce que c'est un délinquant, parce qu'il est sous-dosé. Combien de fois ça arrive? Ah bon, c'est uniquement ça? Ah ben ça va. Comment leur faire comprendre? Oui, j'entends bien. C'est une question tout à fait pertinente, mais j'élargirai la question plutôt que de limiter à comment accueillir ou accompagner un patient tox. J'élargirai la question à un patient qui a des problèmes d'addiction. Parce que vous voyez, la question qui est posée, je parlais de l'alcool, par exemple. Moi je suis installé à Paris, je suis sidéré, bon je reçois beaucoup d'étudiants dans le 5e, mais je suis sidéré du nombre d'étudiants qui vont très mal, beaucoup qui arrivent de province, qui se demandent comment s'en sortir, qui sont isolés, qui prennent beaucoup de cannabis, beaucoup d'alcool, et qui demandent d'avoir un psychologue parce que c'est pas très mal. C'est énorme. Et là, je veux dire, commençons par là. Le boulot du généraliste, c'est déjà d'apporter un soutien, et c'est un soutien qui est essentiel. Parce que vous êtes en premier recours, vous êtes facile d'accès, et le jeune moins jeune d'ailleurs que vous avez en face de vous, il est en souffrance. Et ça, cette action-là du généraliste, sans parler même de tox, il faut la valoriser, parce que ça, c'est le quotidien, c'est le souvenant. Et donc, nous, ce qu'on veut aussi, si jamais... Il y a un intérêt à s'occuper de ces gens-là. Il n'y a pas que des emmerdes à s'occuper de ces gens-là. Tout à fait, mais si on parle... Voilà, c'est ça que Laurent parlait, moi je souscris à ce projet, d'un projet d'enquête en médecine de ville qui serait adossé à l'enquête en XAPA. Et ben, je pense que les généralistes, il faut qu'ils puissent parler de ça. C'est-à-dire comment ils parlent aux adolescents, c'est-à-dire qu'on élargisse le sujet. Mais effectivement, il y a les TSO, mais c'est une partie minoritaire, ça. Oui, mais, pardon, juste pour répondre à ta question, après je vous donne la parole. Juste pour répondre à ta question, on a oublié sur le plan comportemental et dans leur relation médecin-malade, on a oublié le patient. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit sécuriser le médecin sur n'ayez pas peur de lui, mais il faut dire au patient n'ayez pas peur du médecin. Aussi. D'accord? Et moi j'étais installé en banlieue parisienne dans le 9-3, où je faisais de l'addicto du matin au soir dans mon cabinet, et à un moment donné j'en ai eu marre. J'ai envie de faire de la médecine aussi. Je suis installé dans les bons quartiers, je fais 50% d'addicto. Mais mes anciens patients du 9-3, je les vois arriver. Ils viennent en rendez-vous sur rendez-vous, super bien sapés. Et ils viennent me voir, et moi, pour préparer l'ordonnance, je me dis, non, j'ai un médecin qui me prescrit du Subutex. Je dis, non, je viens vous voir parce que ma fille est malade et parce que je voudrais vous regarder ma tension. C'est-à-dire que j'ai changé, moi,
J'ai juste changé de lieu, j'ai changé de forme de médecin par rapport à eux. Et pour des patients que je suis depuis 30 ans, je suis devenu un médecin généraliste qui m'occupe que du somatique. Et c'est eux qui ont décidé, hein, c'est pas moi. Et je leur pose plus une question. Donc, quand on va discuter de la relation médecin-malade, il faut aussi expliquer comment on ne fait pas peur à un patient. Voilà. Alors, puis après, Pascal. Sur la question d'effectivement que les médecins aient envie de travailler, je pense que des fois ça peut être un peu perdu à certains moments selon les générations, mais dans les générations à venir, c'est évident que sur les temps de formation en médecine générale, il faudrait plus de temps sur la connaissance des produits, sur les patients avec des addictions. Alors effectivement, il peut y avoir des choses un peu différentes, que ce soit des addictions au jeu ou sur la question comportementale ou la peur du tox, parce que les formats de crise ou de comportement ne sont pas forcément ceux de quelqu'un qui joue au jeu à gratter. Donc oui, il y a des profils différents. Et pour rebondir, donc moi je suis vraiment pour qu'il y ait des formations dans la formation de médecine générale, mais aussi éventuellement en dehors. On ne peut pas non plus obliger quelqu'un qui n'a pas de sensibilité pour certains publics à travailler avec eux. C'est même contre-productif, parce que nous, ce qu'on voit, on travaille en rue et en aller vers avec des gens qui sont en situation de grande précarité, qui ont eu souvent des mauvaises expériences quand ils en ont parlé à X ou Y médecins. Parce que si on leur conseille directement une cure ou quelque chose qui n'a rien à voir avec parler de son produit, mais comment tout de suite on va essayer de t'en faire sortir et te soigner, ça effraie le patient qui n'a plus envie en fait. C'est pas ça sa demande. C'est pas apportez-moi une réponse qui va me soigner tout de suite. C'est apportez-moi une écoute. Et je crois qu'il y a un truc qui manque souvent, c'est tout simplement des supports de communication sur des produits. Quand chez un médecin généraliste, il y a une petite affiche où il y a de la cocaïne, du cannabis ou des choses comme ça, ben, non mais il y a un support. La personne sait qu'elle peut en parler. Mais aucun médecin généraliste mettra une affiche sur la coque. On a essayé. À l'époque des hépatites, mais ça fait tellement flipper. Non mais c'est ce que font certains carnets, que ça part. Oui, carnets, ça part, oui. Il y a la question, mais pourquoi non à un autre endroit? Il y a des affiches sur l'alcool, sur le tabac. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est facile. Pour pouvoir parler d'un produit, souvent, il y a besoin d'un appel du pied. Ouais. Un jeune qui va voir qu'ici, on peut en parler, que ça existe, il va pouvoir en parler. C'est pas une affiche qui prône quoi que ce soit. Ça dit, c'est quelque chose qui est ouvert dans cet endroit. Moi, je pense que ça pourrait être important, justement, que des choses qu'on cantonne à des endroits viennent à d'autres, si vous voulez que des gens... Non mais ce qui est passionnant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas vous qui disiez ça, je connais pas votre prénom. Ouais. Charline, qui disait qu'à partir du moment où elle met addictologue sur Doctolib, il y a des patients à elle qui viennent lui parler d'addiction qu'elle connaît. C'est passionnant. Sauf que de faire des campagnes d'affichage dans la salle d'attente, moi avec mes patients hypertendus, diabétiques ou qui viennent pour avoir des certificats de sport et qui voient cannabis, cocaïne et compagnie, il y a des médecins qui ne le font jamais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on peut réfléchir, aujourd'hui, ensemble, à une boîte à outils qui mette aussi bien le patient dans l'accès aux soins et le médecin dans le confort de la consultation, c'est un vrai travail passionnant qu'on n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais évalué en médecine générale les difficultés qu'il y a de prise en charge. Et je finis juste, après je ne parle plus, parce que les difficultés de prise en charge en médecine générale sont évaluées par nos tutelles. Elles ne sont pas évaluées par nos pratiques. D'accord? Et moi, un médecin qui me dit « je ne veux pas de toxico dans ma consulte », ça m'intéresse. Voilà. Alors, avant qu'on aille à la conclusion de l'atelier, donc on fait passer une feuille actuellement pour les collègues qui sont intéressés par l'enquête en XAPA. Comme ça, on pourra vous relancer, donc avec nom, prénom, adresse, fonction email. Voilà, donc ceux et celles qui sont intéressés, remplissez s'il vous plaît, et on vous contactera pour mettre en place l'enquête. J'avais une question pratico-pratique sur l'enquête, justement. J'ai le sentiment dans les congrès comme ça, pour le faire court, j'ai l'impression qu'il y a le toxico des villes et le toxico des champs, le XAPA des champs et le XAPA des villes, et que c'est pas la même chose. Est-ce que l'enquête, elle va pouvoir, parce que tu vois, moi, quand on me dit le patient il a 30 ans, il ne peut pas venir, il n'y a pas de bus le jour où je consulte, comment on fait? C'est ça la réalité du semi-rural, quoi. Et j'ai fait avec beaucoup de tendresse, hein, je pense que c'est pas forcément la même chose en ville. Et est-ce que
Alors, justement, dans les choses qu'on va faire remonter, il y a aussi tout ça. Est-ce que ça c'est prévu dans la tête? Oui, ça on y a pensé. Je pense que ça fera partie des conclusions et on va aller voir les XAPA. Et par exemple, comme vous êtes d'Avignon, il y a donc notre tête de réseau là-bas, c'est Michel Cadard, qui est responsable, que vous connaissez évidemment, qui est responsable du réseau Arca Sud. Et lui, il s'est engagé justement à aller dans tous les XAPA ruraux, les XAPA qui sont en ville, pour justement faire remonter ça. Parce qu'on sait que les choses ne se posent pas de la même façon, évidemment, en milieu rural et en ville, et ça fait partie des choses qu'on fait remonter. C'est ce qu'on appelait la grande variation, les différences d'un XAPA à l'autre, ça on le fera remonter. Alors ce que je vous propose, parce que là il va être 4h30, on le rend, donc a fait un premier niveau de conclusion, mais s'il le souhaite, alors j'ai pas votre conclusion, je m'excuse. Il pourra reprendre la parole. Mais alors, il y a 2-3 choses qu'on a évoquées qui me semblent importantes. Donc a priori, il y a l'air d'avoir un intérêt et un accord pour participer donc, à cet état des lieux en fait, de ce qui se passe en XAPA, état des lieux donc, qui donne la réalité telle qu'elle, de la médecine en XAPA, avec la parole en fait des différents professionnels et des patients. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, on part sur la base du volontariat. Il est clair qu'on parlait de prise en charge en ville. C'est vrai que c'est jamais simple parce que avant on était dans la caricature, les patients complexes en XAPA et les patients simples en ville, sauf que le patient complexe qui s'est fait virer des XAPA parce qu'il est tellement complexe qu'il se fait virer partout, il se retrouve après où il se retrouve en ville. Et évidemment c'est compliqué pour le médecin généraliste. Et puis à bien y regarder, même le patient qui est en ville, qui n'a pas forcément besoin d'un XAPA, l'addiction c'est jamais simple. Il y aura quelqu'un qui est devenu accro à la codéine, qu'on va mettre sous orange du pré, c'est pas pour rien qu'il est devenu accro à la codéine. Donc il y a forcément plein de paramètres sociaux, psychologiques qui seront à prendre en compte par un médecin généraliste et qui effectivement nécessitent du temps. Donc ça veut dire que c'est complexe en ville c'est jamais simple, c'est complexe et ça demande du temps, donc ça renvoie effectivement à la rémunération de la consultation et ça c'est des choses qu'on pourra faire remonter. Et dernier point, il y a aussi un outil qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas évoqué, c'est les fameuses CPTS, parce que vous savez que dans le même temps que les MSP, il y a beaucoup de sigles, les zones de santé pluridisciplinaires se sont mises en place, vous savez qu'il y a des coordinations. Par exemple, on a un bon collègue qui était à Langrec aussi, Philippe Grandbert, qui est à Gagny, en Seine-Saint-Denis, et qui est devenu responsable d'une communauté professionnelle territoriale de santé, en fait, qui coordonne les généralistes sur une ville, mais également les paramédicaux, les spécialistes. Et je sais qu'il y en a une dans le 13e qui fonctionne bien. Et en fait, ils mènent des actions de formation pour les généralistes et infirmières d'ailleurs, les pharmaciens, sur différents thèmes. Par exemple, il y a le diabète, il y a l'asthme, etc. Et nous ont sollicité pour qu'on puisse faire une soirée sur les addictions, qu'on soit avec eux. Et je pense que là, c'est un outil aussi, parce qu'ils sont déjà organisés et on peut travailler avec eux. Et dernier point, c'est sûr, nous on va demander dans l'enquête si dans les XAPA il y a des lits d'examen, parce qu'il y a plein de XAPA où le médecin il fait des entretiens comme les autres professionnels et il n'y a pas de lit d'examen. Moi j'ai un lit d'examen dans mon bureau et ça c'est capital parce que si déjà on n'a pas ça, ça veut dire que d'emblée on a décidé que le médecin il ne pourrait pas faire de somatique correctement. Voilà, donc il est clair que c'est l'essentiel. Le médecin il est généraliste, donc il est somaticien dans sa formation, il faut qu'il puisse s'attacher et comment dire, explorer les pathologies somatiques que son patient a, même s'il vient pour un problème d'addiction. François, est-ce que... Oui, moi j'étais sensible à toutes les histoires autour de la formation des médecins, quels qu'ils soient, généralistes dans sa part ou en ville. Et après, je me posais aussi la question, comment actuellement on prend en charge cette population qui augmente, cette population précaire, qui augmente, qui est errante, qui a de plus en plus de vulnérabilité, qui n'est pas très bien soignée, de rien du tout. Voilà, ça c'est une question que j'avais aussi sur la médecine, dans nos structures et en ville. Voilà. Plus cette population vieillissante, alors ça touche à la médecine générale, hein, mais toutes ces personnes qu'on a suivies en XAPA qui vieillissent, qui ont plein de complications, dû au vieillissement, mais dû aussi à leur
leur consommation et à leur comportement. C'est un peu les questions que j'avais. Ouais, merci. Peut-être vous dire d'où vous intervenez peut-être. Sylvain, je suis Nico en Xapa Caride. En ce moment, moi j'essaie de travailler avec le premier recours beaucoup, mais du coup on a en effet cette population de précaires qui n'a ni CMI ni AME, qui parfois ne parle pas français, que je peux adresser parfois aux urgences. Par exemple, la semaine dernière, j'ai adressé deux patients, un plus ou moins intégré, très alcoolodépendant, avec une tomopathie hypoxémiante qui est adressée aux urgences. 2 heures plus tard, il était dehors sans radio du thorax, avec une saturation d'oxygène à 93%. Je crois que c'était un petit peu exagéré. On m'a dit qu'il était alcoolodépendant. Ok, on l'a laissé sortir. 2 jours avant, j'avais adressé un monsieur avec 89% de saturation d'oxygène, il n'a pas de sécu, il ne parle pas français, on l'a laissé sortir sans prise de sang, sans radio du thorax. C'était un petit peu exagéré également. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées sur le fait qu'ils sont addicts, sans sécurité sociale, en plus ils ne parlent pas le français et que du coup, on m'a dit que je râlais beaucoup au téléphone. Surtout quand j'ai réclamé avec insistance au compte rendu d'hospitalisation qui n'est jamais venu. Je ne trouvais pas que c'était exagéré, a priori, ni de râler, ni de demander un compte rendu après la sortie de ce mec que je me tape tous les jours et que je suis obligé d'aller lui acheter avec la caisse du Carude des antibiotiques. J'aurais peut-être pu le garder au moins la nuit. Voilà, vous êtes tous confrontés à ça en traitant le Carude et voire même en ville aussi, avec des patients qui se retrouvent parfois quand ils ont une QCS. Bizarrement, la sécurité sociale s'aperçoit brutalement qu'ils n'ont plus de droit à la sécurité sociale, et je trouve ça un petit peu exagéré. En fait, du jour au lendemain, comme ça, on n'a plus de droit alors qu'on leur avait donné une attestation qui était valable d'une semaine à l'avance. Tu interviens dans un Carude à Toulouse, c'est ça? Oui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à commenter à ce titre-là. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette intervention. Laurent, un dernier mot. En tout cas, on est d'accord pour reprendre la proposition de Laurent sur effectivement l'enquête à mener en médecine de vie, parce que le baromètre de 2009, ça fait longtemps, et donc à adosser à l'enquête en XAPA, si vous en êtes d'accord. Donc là, on contactera les fers de lance en médecine générale, avec donc justement le réseau à l'échelle de France pour pouvoir mettre en place cette enquête. Merci beaucoup de votre participation et puis aussi l'animation de cet atelier pour aborder beaucoup de choses. Merci et bon retour. Merci.